Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10, le deuxième de l'année 2023. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat avec nous. Nouvel épisode du 9-10, votre rendez-vous habituel du lundi soir, 21h. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, on va passer une heure et demie à parler des footballs de la planète lucarne opposée, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Il n'y aura pas d'Afrique ce soir, il n'y aura pas d'Asie, donc au moins comme ça sera clair. Ce soir, c'est 100% Amérique au pluriel qu'on va parcourir du nord au sud, vous allez voir, on va en parler dans un instant, je vous détaillerai le sommaire. Donc le temps de vous saluer dans le chat, c'est fait, le temps de saluer ceux qui vont m'accompagner, et on va commencer par notre invité, parce qu'on a un invité que vous avez peut-être déjà croisé un petit peu sur Lucarne Opposée à une époque où il était au Chili, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Tu me confirmeras ça, c'est Guillaume Abono. Bonsoir Guillaume. Ou bonjour pour toi, puisque tu es au Brésil. Salut Nicolas, bonsoir. Bonjour, ouais, on est en après-midi, 17h. Et donc voilà, qui est au Brésil, on va parler avec Guillaume de la Copinha, on en parlera aussi avec l'autre Brésilien, celui-là vous avez l'habitude de le voir, vous avez l'habitude de le lire, vous l'avez lu sous tous les formats, j'espère pour vous. Il a quitté son Rio, oui, regardez, c'est pour cela que tout est gris chez lui aujourd'hui. C'est Marcelin Chamois, salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous, c'est dur mais je rentre bientôt, ça va. Je note que t'es à Sao Paulo et t'es tout en gris. Voilà, c'est tout. C'est comme le temps, tout est gris ici. C'est vraiment pas une ville où il faut aller, hein, Sao Paulo, c'est ça. Quand tu viens de Rio, c'est vrai que ça pique un peu le changement. Mais bon, après, il y en a qui doivent aimer, mais bon, moi un peu moins. Voilà, disons que si vous allez en vacances au Brésil, commencez par Sao Paulo et finissez par Rio, sinon ça peut faire bizarre. Après, chacun aime ses trucs. On a fait les deux. Bon, voilà, il y a un sens qui est quand même mieux que l'autre. Et le troisième, il est coincé entre les deux Brésiliens sur vos écrans. Bon courage à lui. D'ailleurs, il va pas tarder à jouer le Brésil et il commence à trembler un petit peu à l'idée de jouer le Brésil, peut-être. C'est Pierre Gerbeau. Salut Pierre. Salut Nico, salut Guillaume, salut Marcelin, salut à tous. Ouais, non, je tremble peu, je suis résigné. Le match contre le Pérou, c'était très très dur. Et pour le point Brésil, enchaîner Sao Paulo, Rio, Belo Horizonte, quand même, je pense que je me souviendrai assez longtemps de notre arrivée en venant de Sao Paulo, arrivé à Rio avec vue sur la mer. C'était... On était dans des conditions plutôt sympathiques, on va dire. Hein. On était vraiment bien, ouais. On était effectivement vraiment bien. Souvenir. Exactement. Voilà, tel est le casting de la soirée. Le sommaire, je vais vous le montrer, le sommaire de cette émission. Je le disais, on va commencer par une séquence avec les news de la semaine. Je vais vous montrer l'image du week-end qui m'a fait beaucoup rire, vous allez voir. C'est assez rigolo, mais on va parler aussi d'Evo Morales en Bolivie, avec Palma Flor qui fait sa mue. Et on va parler une merveille nord-américaine, la Leagues Cup, qui a décidé de mettre le paquet pour son retour en 2023. Ça sera pour la partie news. Ensuite, vous l'avez déjà deviné avec Pierre, on va aborder le Sudamericano U20 que vous pouvez suivre dans les comptes rendus quotidiens sur Lucarne Opposée, pour lequel on vous proposera des lives. Je ne suis pas convaincu de pouvoir vous faire un live ce soir. J'y ai pensé, parce qu'on a Argentine-Brésil à 1h30 du matin. Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud pour tenir jusqu'à 1h30 du matin. Parfois, il faut tenir, parce que l'Argentine, il faut s'accrocher. Je sais, je ne le vends pas, mais bon, voilà. Et ensuite, on parlera avec Guillaume et avec Marcelin, on parlera de cette fameuse Copinha. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir une autre facette du Brésil. Red le Rouge, t'es chaud pour le live? Ouais, faut tenir. On a un Paraguay-Pérou avant qui envoie pas forcément du rêve. Enfin, le Paraguay est plutôt sympa, on en parlera dans un instant. Le Paraguay, c'est sympa. Contre, l'Argentine, Red le Rouge laisse tout ce qui est produits ménagers, Javel, tout ça, laisse ça de côté, quoi. On en parlera dans un instant. Quand on parlera du Sudamericano, on le fera tout à l'heure. On va donc, je le disais, commencer. Vous êtes confortablement installés. On va saluer beaucoup la forme. Chouette pseudo, ta première dans le chat. Bienvenue à toi. Et on va donc commencer par les news de la semaine. C'est parti. Alors, au menu des news de la semaine, je le disais à l'instant,
pour ce qui est pour moi l'image du week-end qui m'a fait beaucoup rire. Elle nous vient du Baradaon de Salvador, le stade, l'antre de Vitoria. Alors on en a parlé en off avec Guillaume et Marcelin. Malheureusement, aucun de vous deux n'a eu la chance d'y aller. Et je vais vous montrer ce que vous allez rater, ce que vous avez raté, parce que c'est une image qui a été un petit peu virale sur les réseaux ce week-end. Ce sont ces tribunes visiteurs que vous pouvez voir à l'écran. Alors si vous écoutez cette émission sur les podcasts audio, je vous invite à vous tourner vers la rediffusion sur YouTube, parce qu'il faut que vous voyez quand même le parquage visiteur dans ce stade qui est absolument particulier, qui a fait beaucoup parler. C'était à l'occasion de Vitoria contre Santa Cruz, c'était pour la Copa du Nord-Est. Voilà, alors vous voyez dans un sens, vous vous dites bon, c'est un parquage assez classique, et si je vous montre la deuxième version, c'est-à-dire vue des tribunes, voilà ce que voyaient les supporters de Santa Cruz. Donc si vous avez envie d'aller dans ce stade, n'allez pas dans le parquage visiteur, hein. donc voilà, ça a fait beaucoup parler, mine de rien, on en rigole, mais c'était un petit peu la polémique sur ce match, puisqu'il y a l'encadrement de Santa Cruz qui a carrément parlé d'avoir l'impression d'aller à l'abattoir. Il faut dire que dans les réactions, on a vu des supporters de Bahia qui eux aussi ont déjà connu ce stade-là, nous montrer comment on y accède. Vous allez voir, c'est tout aussi joyeux. Voilà comment on accède aux tribunes à travers un espèce de conduit un peu bizarre au bord d'un ravin, avec les supporters qui peuvent vous arroser, les supporters adverses qui peuvent vous arroser d'en haut. Voilà, c'est un stade charmant. Voilà, ouais, on dirait une chenille humaine. La première photo nous dit Nostromo. Voilà, c'est un stade charmant qui montre qu'au Brésil, on sait recevoir. On rappelle qu'il y a des pays où on ne peut pas accueillir les visiteurs. Là, on sait recevoir. Ça a fait beaucoup parler. C'était juste voilà, l'image qui m'a fait. Enlève vite l'image, je ne vais pas donner des idées à la LFP. Ah bah là, pour le coup, ils sont encadrés. Alors, mine de rien, ça a fait polémique. Le club s'est un petit peu défendu en disant que c'est pas eux qui sont comment dirais-je, responsables de l'organisation et de l'ouverture de la tribune visiteur, que la notion de la taille du parquage, c'est la police militaire. Enfin, tu vois, tout le monde va se renvoyer un petit peu la patate chaude. Voilà, ça a fait beaucoup parler. Moi, ça me fait beaucoup rire. Pour la petite anecdote, Santa Cruz a fait match nul et a égalisé à la 96e minute de ce match. Donc voilà, juste face à ses supporters. J'espère pour eux qu'ils ont vu quelque chose. Allez, je vous la remets une dernière fois. L'image, elle est quand même vachement bien. Moi, ça me fait beaucoup rire avec tout cela. Voilà, on est dans les images rigolotes. On va continuer un petit peu sur les folies parce qu'on aime ça en âme sud. Oui, c'est vrai qu'en France, beaucoup l'informe nous dit ils auraient été interdits de stade par un arrêté préfectoral. Voilà. À voir ce que vous préférez, les gars, quand vous allez au stade, en termes de parquage visiteur. Donc voilà, c'est un peu étrange, mais bon. Après, ce qui est fou, c'est qu'on les voit pas sur l'image. Je termine cette histoire quand même, parce que les caméras filment sur cette image que vous voyez de la gauche. Donc on voit même pas les arbres en fait. Si vous allez sur YouTube chercher un résumé du match, vous ne verrez pas ça, et vous ne verrez pas cette organisation-là. Et vous avez l'impression que c'est un joli stade bien fermé et tout. Et en fait, voilà. C'est magnifique. Bref, je le disais, on va rester dans les folies un petit peu sud-américaines. Vous l'avez sans doute vu, ou vous en avez sans doute entendu parler, et vous aviez sans doute suivi auparavant les aventures. Comment dirais-je, les aventures de Jean-Christophe Baebek ou de Balamine. Voilà, je perds de chercher son prénom. Balamine Savane, quand ils étaient allés à l'Atlético Palma Flor, avec ses magnifiques maillots absolument jaune fluo, associés jaune fluo, vert et rouge. Bref, vous ne les suivrez plus cette année, eux, parce que déjà, eux, ils ont quitté le club, mais aussi parce que le club a changé je ne sais pas si on peut dire de dimension, en tout cas d'organisation, puisqu'il a il a fait beaucoup parler de lui. Alors, ce club-là a été fondé en 2008. Il appartenait à un groupe d'investisseurs qui était basé à Quillacollo, c'est dans la région de Cochabamba, en Bolivie donc. Il est monté en première division en 2019, il a joué la Sudamericana en 2021, et là donc il a changé un petit peu. Le projet fonctionnait pas trop mal, franchement ça fonctionnait bien. Ils avaient attiré 2 Français. Alors on est d'accord, c'est pas, même si l'arrivée de Baebek, on en avait parlé dans un 9-10, ça avait fait beaucoup parler, parce qu'on parlait d'un gars qui avait joué au PSG quand même, qui est arrivé en Bolivie, c'est pas rien. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année dernière, le club a donc décidé de changer
Il ne s'appelle plus Atlético Palmaflor. Je vais vous montrer une petite image. Voilà, vous voyez l'ancien maillot qui est au-dessus, hein, ce fameux jaune un petit peu avec du vert fluo et le short rouge. On va passer au bleu, à la Escuadra Azul, puisque le club a décidé de changer de nom et de déménager. Déjà, il est allé à Villa Tunari, c'est à peu près à 200 km de là où il était auparavant, toujours dans la même région. Et il change de nom pour s'appeler maintenant le club Palmaflor del Tropico. Je le disais, il change de couleur. Il a un nouveau maillot, hein, tout à fait bleu. Je peux vous montrer même le maillot. Voilà. Hein. Si vous voulez vous le procurer, je peux pas vous l'avoir, mais on peut essayer de le choper celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais voilà. Faut aimer les maillots bleus avec un peu de soleil et de. Non, par contre, on peut expliquer que c'est quand même assez, entre guillemets, monnaie courante. Bon, peut-être Oui. pas aller jusque-là, mais c'est possible de changer de localité, de club. Ça se fait un peu partout, pas seulement en Bolivie. Voilà, avoir des clubs qui changent de nom et qui changent de zone, voilà, ça peut arriver. Ils achètent en fait un peu du naming. C'est un peu comme en quelque sorte des franchises NBA. Voilà, où vous Ouais, pouvez là de c'est nom. juste. Là en plus, ça change pas de région. Et puis ils se sont associés avec les différents départements de la région pour que ça devienne véritablement Ouais, le club, tu vois, ils ont fait une fusion. Ouais, bah c'est pas une fusion parce que Ils c'était le seul club. Enfin, c'était le gros club. Enfin, tu vois, l'Atlético ont Palmaflor, aspiré. ça fonctionnait. Donc voilà. Et pourquoi ils ont fait beaucoup parler d'eux, vous l'avez sans doute vu passer, c'est parce que leur nouveau président, bah, c'est tout simplement Evo Morales. Voilà, l'ancien président de la Bolivie. Qui est arrivé aux commandes avec beaucoup d'ambition hein, pour ce club parce que mine de rien, il y a quand même, je l'ai noté, hein, il y a quand même quelques recrutements assez intéressants. Alors on est d'accord, c'est à l'échelle de la Bolivie, mais on a quand même un ancien gardien de Bolivar. Javier Rojas. On a l'attaquant international, ça doit vous parler, les gars, vous qui avez parfois vu des matchs de votre sélection face à la Bolivie, Gilbert Alvarez. Qui est attaquant international. Et on a aussi un ancien joueur d'Independiente del Valle, ancien aussi de River Plate, Arturo Mina, qui existe encore. Ça doit vous rappeler les épopées. Ouais, et qui est pas si Ouais, vieux que ça. ancien River, non? Oui, il a Ouais, joué à River, River, exactement. 2016, il est à River après le la parcours. Libertadores. Exactement. Il est à River et voilà. Il a que 32 ans, mine de rien, Arturo Mina. Je pensais beaucoup plus vieux que ça. Et encore, alors là, c'est pour les spécialistes du foot argentin. Il y en a peut-être dans le chat. Mathias Pisano, je ne sais pas si ça vous parle, les gars. Ancien d'Independiente, qui s'était un petit peu Il est passé perdu. par la Colombie aussi, non? Il me semble qu'il est passé par la Colombie. Il était a à beaucoup l'Amérique. bourlingué. Ouais, il était à l'América. Il me semble qu'il est passé à l'América. Il a joué à Aldo Séville, non? Aussi? Ouais, exactement. Ouais, donc Exactement. très bien. Oh, effectivement, en Colombie, en tout cas, c'était un bon joueur. Ben, Donc, c'était déjà un bon joueur Independiente. Après, je crois qu'il avait eu quelques petits soucis, je sais plus de quel ordre, mais qui n'étaient pas footballistiques, tu vois, on va dire. Je vais pas dire extra sportif parce qu'en ce moment les soucis extra sportifs des footballeurs c'est pas des soucis, c'est des affaires judiciaires. Donc je veux pas dire extra sportif parce que ça serait connoté, mais il avait des problèmes hors football en fait. Et voilà, mais voilà, tu vois, le recrutement pour ce club-là est quand même un recrutement assez solide. Ce club-là jouera la Sudamericana 2023. Il joue contre Blooming, rendez-vous le 9 mars. Parce que si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, mais la Sudamericana qualifie 4 clubs par pays en dehors des 27 brésiliens et des 15 argentins. Les autres ont que 4 places et s'éliminent entre eux au premier tour. Hein. Donc il en restera plus que 2. Donc Palmaflor jouera contre Blooming. Ce sera le 9 mars. Le championnat reprend début février. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais Palmaflor jouera Santa Cruz. Hein, pas le brésilien dont on a parlé tout à l'heure, mais le Santa Cruz bolivien. Un ancien chef d'État qui devient président d'un club de foot, c'est pas banal. On a vu l'inverse en Argentine, avec Macri, qui a détourné l'argent de Boca avant d'aller chercher à détourner l'argent du gouvernement. Mais la bise Mauricio. Mais voilà, généralement, c'est vrai que ça se fait un peu dans l'autre sens. Après, il y a toujours des collusions. On peut parler de Zamora avec les Chavez. Voilà, quoi. Donc, bon. Ça arrive assez fréquemment. Est-ce qu'on peut compter Sarko? C'est une bonne question. Il n'a pas racheté le PSG encore. Voilà pour la Bolivie. On suivra cette affaire-là. C'est assez rigolo. Voir ce que peut faire Palmaflor et puis surtout voir, parce que c'est ça le point principal en Bolivie. Je parlais de Balamine Savane qui a quitté le club. Il y a aussi eu des petits soucis de paiement de salaire, hein, comme d'habitude en Bolivie. Voir jusqu'à quand cette histoire-là peut être pérenne.
voir quand elle va pas exploser un petit peu en vol. Voilà, je vous remets l'image du maillot pour terminer, hein, si vous voulez vous le procurer, si vous kiffez ce type de maillot. Ça va être compliqué de se le procurer, à part avoir des contacts en Bolivie, ça va être très compliqué. Bref, on va passer à quelque chose d'un petit peu moins marrant, enfin quoique, peut-être que certains sont adeptes de ça. On va aller en Amérique du Nord avec l'annonce de la formule de la nouvelle Leagues Cup. Alors vous voyez ce très beau trophée qui, enfin je sais pas, très beau, qui ressemble à je sais pas trop quoi. Je vous laisse juste de ça. Qu'est-ce que donc que la Leagues Cup? Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. En fait, c'est une compétition assez récente, hein, qui avait été créée en 2019 et qui oppose, devinez, si vous arrivez à lire sur la coupe, vous avez tout de suite deviné, les clubs de Liga MX au club de MLS, comme par hasard. Hein. Alors la première, en gros, c'était un tournoi qui se jouait l'été, aux États-Unis, bien sûr, hein, parce que hein, on sait comment ça fonctionne dans ces cas-là. Et la première version, en 2019, opposait 8 clubs, 4 de MLS, 4 de Liga MX. C'était une espèce de revival d'une ligue qu'ils avaient créée il y a quelques années, qui s'appelait la Superliga. Enfin bon, bref, ça avait duré 3 ans, ces trucs-là. C'était surtout des compétitions très marketing. Et d'ailleurs, la Leagues Cup avait été très, très critiquée, même par les joueurs, parce qu'ils avaient placé ça en plein été. Ça s'était joué à Vegas, il me semble, la première édition, à vérifier. Et c'était un truc un peu marketing, sauf que la Leagues Cup, ils ont été suffisamment forts pour qu'elle donne un billet qualificatif pour la Conca Champions, rien que ça, à son vainqueur. Donc voilà, en 2019, le premier vainqueur, c'était Cruz Azul, ce qui montre à quel point cette compétition, elle a de la valeur. Hein. La bise à tous les supporters de Cruz Azul. Mais bon, voilà. Ils ont remporté la première, et pour la seconde édition qui devait se tenir en 2020, ils avaient prévu une expansion en passant à 16 clubs. J'ai dit devait, pourquoi? Parce que 2020, Covid, donc elle ne s'est pas jouée. L'idée à l'époque, c'était d'envoyer les 4 meilleures équipes de MLS de chaque conférence et des équipes qui n'étaient pas déjà qualifiées. Il va falloir s'accrocher parce que je vais essayer de vous expliquer le format. Hein. Vous allez voir, c'est... Donc en gros, ils avaient pris les équipes qui n'étaient pas qualifiées, les 4 premières de chaque conférence en MLS, ça fait 8 pour la MLS, 8 côté mexicain avec les vainqueurs des 2 tournois, celui de la coupe et 5 équipes prises sur la table annuelle. Voilà, ça fait 8-8. Le Covid a mis tout ça, l'a fait annuler, donc pas d'édition en 2020. Elle est revenue en 2021, mais elle est revenue à 8 et pas à 16. Donc voilà. Ça s'est joué encore entre août et septembre, et là, cette fois-ci, c'est encore un Mexicain qui a gagné, c'est Léon. Vous voyez la taille du trophée quand même, hein, au passage, sur cette image. Léon s'est imposé face aux Sounders en finale, voilà, très bien. Mais ça prend pas des masses, cette histoire. Bref, ça prend pas des masses, donc 2022, là, l'année dernière, elle était juste devenue une espèce de petit tournoi amical qui s'est toujours joué l'été, mais en gros, c'était devenu un truc de préparation. Le motif, à l'époque, c'était de dire ouais, mais il y a la Coupe du Monde qui arrive, qui est en novembre, ça bouscule les calendriers. Donc, en gros, ils ont fait 4-5 matchs amicaux dans un coin. Et c'était l'équivalent de cette compétition-là. Alors, on se dit, c'est bon, ils vont nous lâcher avec ces histoires de compétition qui servent à rien. Vous connaissez mal les Nord-Américains. En 2023, on va partir plus fort et vous allez voir vers quoi on tend surtout par rapport à ça. C'est qu'en 2023, je vous montre une petite image, absolument tout le monde, que ce soit en MLS ou en Liga MX, va y participer. Il y aura donc 47 équipes qui vont être inscrites. Le tournoi va démarrer le 21 juillet. La finale est prévue le 19 août. Je vous laisse imaginer le calendrier. Il y a 47 équipes. Alors, je voulais vous mettre un petit peu la vidéo pour vous montrer comment c'était le format et tout. Mais bon, on ne va pas s'amuser à prendre un strike à la con sur ces compétitions-là. En gros, je vous explique brièvement. Il y a chaque champion qui est directement qualifié pour la phase à élimination directe. Les champions, c'est Los Angeles FC et Pachuca, les derniers. Ils ont réparti 15 équipes de chaque championnat dans des groupes, dans divers groupes. Dans des groupes de 3. Ils sont répartis en 15 groupes de 3. Il restait des équipes et donc ils les ont répartis dans ces différents groupes en tirage au sort et en fonction surtout de la région, parce que je vais vous les montrer ces groupes. Alors, on va pas y passer 2 heures à vous les détailler, on va pas les détailler parce qu'on s'en fiche un peu, mais c'est juste pour que vous voyez le concept. En zone géographique, l'ouest, le centre, le sud
et l'Est. Si ça vous fait pas penser à des conférences pour une éventuelle prochaine Superliga, ça y ressemble beaucoup. Une Super League, tout simplement. On sait que c'est dans les tuyaux depuis pas mal d'années. On sait qu'ils font pression là-dessus. Je rappelle que la Liga MX, c'est fermé. Il n'y a plus de descente. Hein. C'est une ligue fermée comme la MLS. On rappelle aussi que le Mexique, les États-Unis et le Canada, donc la Liga MX et la MLS, sont les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde, qu'ils font une pression très très forte sur la CONCACAF. Cette compétition sera qualificative pour la prochaine Conca Champions de 2024. On rappelle aussi au passage que pour la Conca Champions, 18 des 27 participants viennent de ces 3 pays-là, ce qui vous montre à quel point ils phagocytent le système et qu'ils font pression sur la CONCACAF, qui essaye de résister comme elle peut, mais ceux qui aiment les Super League, on en prend de plus en plus le chemin dans cette histoire. Il y a des rumeurs qui nous disent qu'au Mexique, on pourrait ramener les relégations. C'est pas gagné. C'est des rumeurs pour l'instant, mais vous voyez qu'on se dirige tout cela. Ce qui est assez cynique quand même dans l'histoire, il y a donc une vidéo sur le site de la Leagues Cup qui nous explique que This is the new world. Voilà, on est dans le nouveau monde. Cette compétition, c'est le nouveau monde. Je sais pas comment on doit l'entendre, cette histoire-là, mais voilà, on est un peu rassuré. Je suis pas sûr qu'on ait ce genre de choses en M-Sud. Hein. on a le temps. Marcelin, un mixte entre le Brasileirão et la Ligue, le championnat argentin, ça t'intéresserait pas? Tu fais à 50 équipes. Non, c'est bon, on va garder comme c'est maintenant. Ça s'appelle la Libertadores, ça, non? Ah oui, c'est vrai. On a encore un peu le temps, mais oui, c'est pour reprendre ce que dit Red le Rouge, c'est ça, c'est à peu près 2 clubs US pour un club mexicain. Il y a 29 clubs américains et 18 mexicains. Donc voilà, la Leagues Cup, hein, si ça vous intéresse, je le rappelle. Elle débute le 21 juillet, la finale est prévue le 19 août. Voilà. Je vous assure pas qu'on la suivra, hein, mais bon, voilà, attention donc à cette potentielle Super League qui pourrait voir le jour du côté de l'Amérique du Nord. On va avoir une pensée pour tous les pays d'Amérique centrale, hein, et des Caraïbes qui font partie de la CONCACAF et qui vont devoir bien ramer pour récupérer un peu d'argent déjà, hein, des compétitions et surtout une visibilité. Voilà, on va en rester là sur la partie news. On a un peu rigolé, on a vu des choses un petit peu sérieuses. On a un petit peu rigolé, pas trop. On a vu des choses sérieuses, oui. On va parler tout de suite, on va passer à la suite. On va parler du Sudamericano avec Pierre. Le Sudamericano qui se tient en Colombie, chez toi. Hein. Alors, ils sont pas encore arrivés chez toi. Tu les as pas encore complètement hébergés. Hein. On est d'accord? Non, ils sont à Cali pour l'instant. Ça, au niveau climat, ils sont un peu mieux aussi. T'as préparé le palais, c'est bon? Tu peux les accueillir tranquillement? Bon. C'est prêt, je les attends là. Tu les attends. Alors, le Sudamericano, vous pouvez, je le disais tout à l'heure, hein, le suivre dans les comptes rendus quotidiens sur Hello, parce que ça joue tous les jours. On l'a déjà dit lors du précédent 9-10. C'est un calendrier totalement dingue. Hein. On va démarrer la 3e journée ce soir. On va faire un petit point justement sur la compétition. Je vais vous montrer le classement des 2 groupes. Tout le monde n'a pas joué 2 matchs, hein, forcément, puisque le 2e match, ça va être pour ce soir pour certains dans ces groupes-là. Pour toi, c'est déjà le 3e match. Le groupe A, pour l'instant, est mené par la Colombie et le Paraguay, qui ont joué 2 matchs, qui ont 4 points. Devant le Brésil, qui n'a joué qu'un seul match. L'Argentine et le Pérou n'ont pas marqué le moindre point. Le groupe B, vous le voyez, est mené depuis hier soir par l'Équateur, qui a pris le dessus sur la Bolivie. Bolivie qui est 2e à égalité de points avec l'Uruguay devant le Chili qui a 1 point et le Venezuela qui n'a pas pris de points puisqu'il n'a joué qu'un seul match et l'a perdu, c'était face à la Bolivie en ouverture. Alors on va parler un petit peu, on va pas aller sur chaque sélection, on va parler un petit peu, on va commencer avec toi Pierre, on va parler de ta Colombie. On avait évoqué la semaine dernière, on avait dit il faut faire le maximum de points sur les 2 premiers matchs parce qu'il va rester que 2 matchs à la Colombie maintenant. Ces 2 matchs, c'est Brésil et Argentine qui sont censés être les grandes forces de ce groupe. La Colombie n'a pas fait 6 sur 6.
Non, non, 4 sur 6 et c'est très, 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 très poussif et c'est vraiment pas facile de regarder, les 2 matchs. Enfin, ça n'a pas été facile de regarder les 2 matchs, le niveau de jeu était quand même, on va dire très décevant. On attendait, beaucoup mieux par rapport à l'effectif tout simplement. Il y avait moyen de faire mieux. La première période, bah, les 2 premières périodes en fait, hein, mais surtout la première période contre le Paraguay a été, un vide, absolu, vraiment une horreur. Et ils s'en sortent très très bien sur cette première mi-temps, hein. Et ils s'en sortent bien. Après, le péno, on peut en discuter. Il est peut-être un peu sévère ou pas. Il a fait débat en Colombie, hein. Voilà, il y a quand même une distance qui est minime. Et c'est compliqué. Il y a un geste de protection. Après, il ne protège pas le visage. Il est à côté du visage, peu importe. Mais ça n'enlève pas la pauvreté de cette sélection. Voilà, la première période contre le Paraguay est vraiment catastrophique. À la pause, Hector Cardenas qui fait rentrer. Il fait rentrer, j'ai oublié. Monsalve. Bah oui, Monsalve, voilà, Miguel Monsalve, voilà, qui change tout. Forcément, la Colombie revient rapidement, mais c'était quand même très très moyen. On attendait beaucoup du match contre le Pérou. On voyait Monsalve pour le coup là qui démarrait. Et puis au final, ben, ça fait flop, quoi. Voilà, la Colombie s'en sort miraculeusement aussi, avec un but sur corner à la fin. C'est vraiment, vraiment très, très limité. On est en train de frapper très, très fort sur la tête d'Hector Cardenas, voilà, qui prend cher, notamment du côté du Deportivo Cali, où il a entraîné l'équipe A et on répète, mais on a toujours dit que c'était un coach qui était très moyen, qui n'était pas vraiment, vraiment minable, pas terrible. Et effectivement, il y a une pauvreté dans le jeu là qui est indéniable. Et voilà, les 4 points, je ne sais pas si ce sera suffisant. Et la lumière, elle viendra peut-être de Javier Mascherano et de l'Albi Céleste Qui arrive à faire pire. qui arrive à faire pire. Ouais. Mais tu disais, c'est inquiétant. Ça sous-entend, ça sous-entend pas, ça veut dire donc que les journalistes colombiens n'ont pas vu cette Colombie à Révélo. Et, bah, si, il l'avait peut-être vu, mais Parce qu'on retrouve exactement les mêmes limites. On retrouve des joueurs qui parfois savent pas à quel poste ils jouent. La bise pour Manioma. ouais, ouais. Il ne sait pas l'utiliser, il faut dire les choses clairement. C'était déjà le cas au tournoi Révélo. On voyait que c'était un joueur différent, mais il n'a jamais été utilisé comme il fallait. On retrouve cette charnière, hein, la bise à mon Pedroso, qui est toujours extrêmement limitée quand même. Il ne faut pas avoir peur de Ah le bah, il dire. est. Oui, oui, après, C'est les mêmes Pedroso, problèmes en fait. c'est un défenseur qui est dur sur l'homme, qui est au marquage. Après, il sait pas relancer avec ses pieds, Oui, mais c'est pas un défenseur en moderne, on va dire. C'est vraiment le stopper à l'ancienne. Mais je suis pas certain. D'ailleurs, Pedroso, on a annoncé, il devrait peut-être quitter Real Cartagena pour rejoindre les Émirats Arabes Unis. Il a une offre là-bas qui pourrait l'intéresser, À 20 ans. mais si, bah, il y avait quand même l'espoir de, OK, il y a un processus qui se met en place, il va peut-être y avoir des progrès dans le jeu, on est à la maison. Voilà, il y avait un petit peu cette attente-là et ben, effectivement, ouais, on voit toujours les mêmes problèmes. Son 11 de départ, il a fait 5 changements, je crois, entre les 2 matchs. C'était compliqué. Monsalve qui n'a pas démarré, qui démarre le deuxième, qui finalement n'est pas terrible. Manioma, Alexis Castillo Manioma, pareil. Et il démarre le premier, il n'est pas terrible. Là, le deuxième, il est remplaçant. Quand il rentre, on se dit, ah, mais finalement, c'est un bon joueur. Enfin, il y a pareil pour le 9, où il avait mis Carvalho pour le premier match. Au deuxième match, il n'est même pas rentré en jeu. C'est Zuleta qui est rentré et qui était titulaire. C'est Cabezas qui est rentré. Enfin, on a l'impression qu'il tâtonne, qu'il n'a pas de 11 de départ, qu'il ne sait pas où il va. C'est vraiment compliqué. La Colombie, Et voilà, Cabezas qui était d'ailleurs l'une des rares satisfactions au Révélo, hein. ouais, qui a été acheté par Watford et qui fera le premier semestre au Deportivo Independiente Medellín. Ouais, voilà. Donc, tu vois, même en s'appuyant sur ce qui s'est passé au tournoi,
En gros, il ne s'est pas servi de ce qui s'est passé au tournoi pour construire son équipe pour son Sudamericano. Et bon, Exactement. on le disait, ils ont joué les normalement 2 plus faibles équipes, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir l'évoquer dans un instant en parlant un petit peu du Paraguay, parce que tu les as vus jouer toi aussi. Euh, euh, le Pérou quand même semble quand même très faible, hein, ne faut pas se mentir dans ce Il groupe. semble en dessous Voilà, des autres. Voilà. exactement. Mais derrière, pour la Colombie, c'est Brésil et Argentine, quoi. Mhm. Et Ouais. il est comment l'état d'esprit au pays ou auprès des suiveurs, un petit peu de résignation ou on y croit encore? Bah, résignation, ce serait pas le bon mot. Inquiétude, critique forte, vraiment. Voilà, il y a un peu cet espoir de se dire que bah, c'est le jour off là pour la Colombie. Donc le match contre le Brésil, ce sera mercredi. Donc se dire bah, il a un jour entier pour travailler et voilà, après, c'est pas un magicien non plus. Ça, c'est pas une information, c'est plus une opinion. Mais voilà, il va pas transformer l'équipe d'un jour à l'autre, du samedi au mercredi, quoi. Ouais, surtout pas contre le Brésil, qui est quand même une équipe qui peut te fracasser offensivement à n'importe quel moment. Mais qui n'a pas été hyper impressionnant face au Pérou. Ah, Première c'est mi-temps vrai. très très compliquée pour les Oui, Brésiliens. oui, c'est vrai. Heureusement qu'ils ont ouvert le score et que le Pérou s'est un peu désuni dans les minutes qui ont suivi, ce qui a permis de creuser l'écart et de se mettre à l'abri. Ça a été compliqué quand même. Le match d'ouverture du Brésil n'a Oui, pas été le plus impressionnant du monde. oui, oui, après, ils ont géré un échauffement Oui, après ils ont tranquille. géré. Après ils ont géré. Mais pendant une bonne heure, c'est compliqué. Ouais, ils ont buté sur la défense péruvienne, non, mais voilà, après le Brésil, c'est quand même l'équipe, on va voir ce soir, hein, mais c'est l'équipe qui semble au-dessus pas seulement de ce groupe, hein, au-dessus de toutes les équipes du Sudamericano, à l'exception peut-être de l'Uruguay, voilà, qui a été quand même très très surprenante hier, qui a vraiment roulé sur le Chili, n'ayons pas peur des mots, et désolé, je sais que c'est difficile. Non, 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 mais tu as raison. Mais j'allais l'aborder. D'ailleurs, on peut le faire. Ça fait la transition. On peut justement parler de cet Uruguay d'hier qu'on attendait. Hein, on voulait voir les débuts parce que c'est une véritable nouvelle ère pour l'Uruguay. C'est la première. C'est bon. Jérôme l'en a parlé dans le guide. Hein, je vous invite à le relire. Mais c'en est fini de Fabian Coito depuis quelques années. Mais c'est surtout la première sélection U20 après Tabarès. Donc il y a le fameux processo Tabarès qui a drainé et dicté la loi en Uruguay depuis 2006 et très clairement révolu. Le début, la première mi-temps de l'Uruguay hier face au Chili, le Chili qui avait été, parce qu'il faut le dire aussi, très très bon face à l'Équateur, Ouais, hyper impressionnant dans le jeu. Hein. Moi j'avais adoré la façon dont ça jouait en triangle dans les couloirs et tout. Enfin, ça jouait remarquablement bien. Je pense que si l'avant-centre Connelly était un peu plus adroit, l'Équateur ne s'en sort pas avec un match nul sur le match d'ouverture. Mais le Chili s'est fait, tu l'as dit, rouler dessus sur ce match. oui, ah ouais, ouais, clairement. Et voilà, moi j'ai bien aimé Rodriguez qui met la belle frappe là pour le 2-0. Qui est un joueur, à mon avis, plus un joueur d'axe que de couloir. Voilà, il a tendance à faire à se repiquer en fait dans l'axe, voilà, faire des diagonales. Mais ouais, le Chili, on attendait vraiment avec impatience ce Chili-Uruguay parce que voilà, tu as l'Uruguay un peu, bah, comme tu viens de dire, tu as le Chili qui avait été quand même très séduisant contre l'Équateur. Et en fait, il n'y a pas eu de match. Il y avait 2-0 7 minutes. au bout de 7 minutes. 7 Euh, minutes, il y avait déjà voilà. 4 tirs uruguayens et 2 buts. Et 2-0. Donc voilà, 2-0, ton match, Ah, il est plié. tu prends 2-0 au bout de 10 minutes, ton match, il est plié. Voilà, ça, en parlant de Chili, 2-0 au bout de 10 minutes, ça me fait un peu de. Ça te rappelle quoi? Ouais, ça te rappelle une petite boule au ventre. Là, je vais me mettre à verser une petite larme. Bon, il y avait eu Non, la mais pluie après, ça avait changé le match. ouais, ouais, bon. Mais voilà, là, bon, l'Uruguay à 2-0, c'était plié. Ils mettent le troisième avant la mi-temps, juste avant, je crois, après Ouais, exactement. 30. 35 ou 39, je crois, je sais Ouais, plus. voilà, un truc comme ça, entre la 35 et la 40e. Voilà, magnifique bug d'ailleurs, avec le ballon qui rentre dans les filets et qui ressort. Voilà, parce Magnifique. Je sais pas comment il a fait parce qu'il n'y a pas de trou en fait. Hein. Il est vraiment passé dans le bah non, il carré. n'y avait pas de trou, il est passé juste très fort. Et voilà, il faut savoir que c'est pas ces filets-là normalement sur le but. Voilà, si vous regardez le Deportivo Cali,
Voilà, c'était Bon pas ces courage. filets-là. Ouais, ouais. Bah, l'année dernière, fallait en avoir. Fallait pareil, fallait avoir l'eau que j'avais là à portée de main. Mais non, non, c'était pas ces filets-là. Donc, c'était des filets nouveaux. Et je sais pas, effectivement. Mais voilà. Et puis à 3-0, 3-0, ton match, il est terminé. T'as pas la même analyse. Alors, Voilà, ils ont géré tranquillement la deuxième mi-temps voilà. derrière. Mais c'est vrai que cet Uruguay-là, alors, pour répondre à beaucoup la forme, je ne sais pas si on peut parler de nouvelle génération dorée pour l'Uruguay. Il y a des joueurs de très grande qualité, hein, ça c'est clair. Moi, j'ai beaucoup Et aimé le petit l'Uruguay, 10, Franco Gonzalez. Euh, je celui pense qui qu'il est fait Corcovado derrière, là, vous le voyez sur la photo. Ouais, exactement. C'est pour ça que je dis petit 10, il doit faire 1m70 le gars. Un petit peu comme le petit Oh, Segovia du oh, Paraguay. oh, Euh, respecte les gens qui font 1m70, s'il te plaît. Non, mais en fait, ce qui est assez intéressant dans ce Sudamericano, on peut l'aborder. Je parle de Franco Gonzalez, je parle de Segovia côté Paraguay, qui est hyper Le intéressant dans son Paraguay, couloir, mais qui est tout hyper petit intéressant. aussi. Il doit faire Mmh. 1m70. Lucas Chavez de la Bolivie, un peu ce même genre de profil, qui sont hyper intéressants, ces petits meneurs de jeu là qui viennent provoquer tout le temps. Ouais, Et qui d'ailleurs, joue on dans peut les en petites profiter, espaces, hein, Pierre, pour évoquer Paraguay et Bolivie, dont on a parlé. On a parlé un petit peu du Paraguay, mais Paraguay et Bolivie sont les deux belles surprises de ce début de Sudamericano, hein. ouais, le Paraguay, on les attendait clairement pas à ce niveau-là. Il y avait une incertitude quand même parce que chez les A, la génération paraguayenne, voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux non plus actuellement. Voilà, on va dire qu'ils ont déjà eu mieux dans l'histoire. Voilà, donc on n'attendait pas forcément le Paraguay à ce niveau-là. Et ils ont tenu tête, ils ont fait plus que tenir tête à la Colombie et Et ils ont fait tomber l'Argentine. ils ont fait tomber l'Argentine et c'est pas volé. Et c'est clairement Non? pas volé. Voilà, il y a eu des erreurs individuelles côté dont on va reparler bien évidemment, mais voilà, ils ont fait plus que jeu égal contre l'Argentine et c'était vraiment une très très belle surprise. Et là, avec 4 points après 2 matchs, sachant que ce soir ils jouent le Pérou, ils peuvent déjà assurer leur qualification. Ouais, Voilà, parce qu'avec 7 points, ils y vont. Ils y Ah, vont. 7 points, ce sera suffisant. avec 7 points, ça doit passer. On rappelle qu'il faut finir dans les 3 premiers. On va vous remettre les classements, hein, si vous ne les avez pas en tête. Ce n'est qu'après 2 journées pour certains, une seule pour d'autres, donc il y a encore un peu de travail, mais il faut finir dans les 3 premiers. On parlait du Paraguay qui est une belle surprise. Oui, oui, il y a des joueurs hors championnat national chez les U20 d'Uruguay, pour répondre Oh, il me semble que c'est quelqu'un de très connu, oui, pour répondre à 10-10 APG. Il y a quelques joueurs, alors de mémoire, il me semble que l'avant-centre, attends, je vais vérifier, parce qu'il vient du Real. Alvaro Rodriguez, je vérifie, ouais, c'est ça. Alvaro Rodriguez est formé au Real, il est espagnol en fait. Il n'est pas espagnol, il est uruguayen, mais il est né en Espagne. Et donc, Ouais, il a la double nationalité. exactement, et il a choisi de défendre les couleurs uruguayennes. On l'attendait beaucoup hier, hein, d'ailleurs, lui, hein, parce que justement, hein, formé au Real, voilà. C'est pas celui qu'on a vu le plus, d'ailleurs, on l'avait pas nommé jusqu'ici. Grand avant-centre aussi, grand par la taille, assez fin. On va voir sur les prochains matchs. Pour l'instant, c'est pas lui qui a eu véritablement à se mettre en valeur. Je sais pas ce que t'en en pensais, toi, Pierre. Non, non, pas spécialement. Après, voilà, il y a des joueurs, voilà, en Uruguay qui jouent beaucoup au pays. Et Oui. heureusement que l'Uruguay arrive à retenir et à faire en sorte que beaucoup de joueurs restent, hein. Voilà, je pense, celui que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, il est toujours au pays et tant mieux qu'il reste au pays le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce qu'on a envie Bah, de le, dire. le capitaine joue à Liverpool, il me semble, Diaz, qui a été très bon hier, auteur du deuxième but, je crois. Ouais, je te Euh, dis, non, c'est Rodriguez qui met le deuxième, il me semble. alors, il met peut-être le 3. Je sais Ouais, je plus. crois que C'est peut-être le troisième. il met le premier, il met le premier. Ah oui, le premier, la frappe lointaine, là. La première Exactement. frappe, ouais, Ouais, c'est la ça, la première frappe première grosse indienne frappe qui lointaine. va, ouais. Et celui dont tu parles, Luciano Rodriguez, vient de signer à Liverpool, hein. Donc, il va jouer, pas le Liverpool anglais, hein, le Liverpool Non, non, le uruguayen. uruguayen, Donc, ouais. Ouais, ça ouais. joue au pays. Oui, effectivement, ouais, effectivement. Vice-champion du monde contre la France avec El Diente Lopez. Ils ont toujours de bonnes générations. Et là, franchement, on les attendait, hein, franchement. Ils ont été hyper impressionnants hier, hein. On les attend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le prochain match.
Je sais plus qui ils ont au Venezuela. Uruguay-Venezuela au prochain match. Venezuela qui est pas forcément au mieux après son match d'ouverture raté face à la Bolivie. Attention à l'Uruguay quand même, Pierre. Ouais, bah, l'Uruguay, vraiment, on pensait que le Brésil était au-dessus de tout le monde. Et là, l'Uruguay, ce qu'ils ont montré, ça demande à être vu et on va bien regarder leur deuxième match. On les attend, voir s'ils vont se mettre à rouler aussi sur leur adversaire. Hein. Leur deuxième match, ce sera demain, du coup. Et ils jouent, j'ai un doute sur leur adversaire. Venezuela. Venezuela, ouais. Donc voilà, ils jouent le Venezuela. Ils peuvent leur rouler dessus aussi, clairement, parce que c'est pas. Voilà, le Venezuela s'est loupé contre la Bolivie en entrée. C'était pas non plus totalement immérité. Voilà, ils peuvent faire très, 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 très mal les Uruguayens, ça c'est clair. Voilà, et pour compléter la réponse sur les joueurs qui jouent à l'étranger, donc on parlait de Rodriguez, l'avant-centre qui est formé au Real, mais la plupart jouent au pays, donc, et beaucoup jouent à Peñarol. Peñarol qui a gagné la Libertadores U20 avec l'actuel sélectionneur Marcelo Broly, le sélectionneur de l'Uruguay. Donc il y a des jeunes que l'on voit arriver avec Peñarol, avec Nacional. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais Boselli qui joue en défense centrale avec les cheveux frisés me fait penser à Lugano, mais de fou. Ah, ouais, bah, t'as la coiffure. Je lui souhaite la même carrière, hein, mais alors il me fait penser à Lugano de fou. Il y a forcément un air, ouais, le style, ouais, il y a forcément les cheveux, mais voilà. Après, bah, c'est pas, j'ai vu, ils ont toujours eu de bonnes générations. J'ai vu le commentaire passer. Bah ouais, en même temps, on avait Jérôme avait fait un podcast, non, pour expliquer comment ça se formait en Uruguay, qui était vraiment passionnant avec la culture notamment du foot chez les enfants, les compétitions qui sont organisées et tout qui est fait pour qu'ils puissent s'épanouir dans le cadre le plus sain possible. Ouais, c'est forcément. Et oui, il y a des joueurs qui jouent déjà, qu'on en a vu apparaître avec Peñarol et Nacional. Il y en a qui sont déjà titulaires avec Liverpool, qui est la belle équipe de ces derniers temps, celle qui travaille vraiment bien en Uruguay, qui vient se mêler à la lutte. Là, l'année a été compliquée pour Peñarol. Mais il y en a certains que l'on voit arriver. Alors, par exemple, il y a des contre-exemples. Le gardien n'a jamais joué encore avec les pros, avec Peñarol, mais d'autres commencent à apparaître dans ces équipes-là et dans d'autres équipes du championnat qui travaillent très bien. Et vraiment, pour le rappeler, je le disais à l'instant, vraiment rappeler Liverpool. Jérôme en parle assez souvent dans les comptes rendus sur le site. Et effectivement, Liverpool bosse bien. On voit certains de leurs joueurs là sur le terrain, d'autres qui vont rejoindre le club. Et voilà, on est très intéressés. C'est encourageant cet Uruguay-là. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. En tout cas, ils ont un groupe qui est franchement à leur portée parce que jusqu'ici, on l'a dit, le Chili a été une belle surprise. Ils ont fait un bon match, mais ils se sont fait rouler dessus. Le Venezuela a raté son match d'ouverture face à la Bolivie. Ouais, on les attendait. Le Venezuela, le processus Pekerman, qui est quand même un entraîneur qui sait. Ouais, mais qui ne fait que commencer. Voilà, qui fait que commencer. Donc, on attendait quand même de voir ce Venezuela. Et au final, ça a été quand même très, très décevant. Voilà, on attendait quand même bien mieux du Venezuela, surtout qu'il ne jouait pas. Il jouait la Bolivie. Mais la Bolivie, c'est quand même, je sais pas ce que tu en as pensé, si tu as vu leurs deux matchs, hyper surprenant quand même. Ouais, contre l'Équateur, hier, il rate. Franchement, j'ai souvenir d'une occasion immanquable qu'il rate. Ouais, Lucas Chavez, sur la frappe repoussée par Napa, il est seul face au but, il la met au-dessus. Il est seul face au but et il l'envoie au-dessus. Ouais. Ils ont failli refaire le même coup qu'au Venezuela. Ce que je trouve, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, ce que je trouve impressionnant avec cette Bolivie-là, c'est sa discipline, elle arrive à la garder. Ouais, j'allais te dire, c'est assez dingue. Et c'est son impact physique. Alors c'est parfois un peu limite. Hier, il y a des moments où c'est franchement limite. Je pense qu'il y a un ou deux pénaltys pour l'Équateur. Il y a un mec qui doit prendre un rouge côté Bolivie. Mais d'habitude, et c'est ce qu'on a l'habitude de voir, on va pas se mentir, d'habitude, quand tu as un Équateur-Bolivie, tu as la puissance équatorienne qui roule sur les Boliviens. Hier, ils leur ont rentré dedans. Le Venezuela, ils leur ont rentré dedans. Elle est surprenante, cette Bolivie d'Escobar. Escobar avait dit qu'il avait beaucoup travaillé sur l'aspect physique et tout. Waouh. Ouais, ça se voit. Il y a eu, tu l'as dit, il y a eu des interventions qui étaient quand même très, très limites. Et on rappelle, il n'y a pas de VAR. Donc,
Ouais. Voilà, il y avait eu des interventions qui auraient dû faire penalty. Mais tu l'as dit, moi, ce qui m'impressionne surtout chez la Bolivie et même chose chez le Paraguay, c'est la discipline. C'est des équipes qui sont très ordonnées, très organisées, et forcément, c'est très, très compliqué à bouger. L'Équateur, ils ont ramé pour venir à bout hier. Bah, ils s'en sont sortis sur un corner. Un corner, un coup de pied arrêté à la fin. C'est vraiment très, très surprenant parce que c'est pas des qualités qu'on a l'habitude de voir chez la Bolivie, encore moins à Cali. Voilà, Cali, pour ceux qui connaissent pas la Colombie, Cali, c'est à 700 et quelques mètres d'altitude sous les tropiques. Il fait un bon 30 degrés. Voilà, c'est pas c'est pas le climat propice voilà, la Bolivie normalement. Hein. C'est climat un peu chaud, un peu humide. Voilà. Alors, c'est pas au niveau de Barranquilla, mais voilà, Cali, ça tape quand même le soleil. Donc ouais, c'est très, très surprenant de les voir aussi organisés, et surtout tout au long du match. C'est ça, c'est Voilà, que donc ça ne se, ça ne se désunit pas. ça ne se désunit pas. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on est d'accord, hein, 10 APG, il se prépare en altitude, ça aide. Physiquement, il court, mais là, c'est vraiment dans l'impact. Ils répondent vraiment dans l'impact. Et comme tu dis, hein, maintenant, si le physique est au top, tu peux challenger les plus grandes formations. Ça, c'est clair. Mais eux, ils y arrivent aussi collectivement et tactiquement, hein, parce que le piège, à chaque fois, est parfaitement Ouais. rodé. On a vu à peu près les mêmes choses que face au Venezuela, parce que on a l'habitude de voir la Bolivie qui est souvent dominée et qui peut s'en sortir sur un miracle. Très franchement, que ça soit le Venezuela ou que ça soit l'Équateur, on en arrive presque à la fin à se dire qu'ils s'en sortent bien, les Équatoriens, à gagner ce match-là. Euh, et au final, il y a des coups qui sont joués, pas forcément qu'on contre. Moi, j'aime vraiment beaucoup le petit Lucas Chavez, hein, Villarroel aussi à ses côtés. Ça joue très très bien. Ils ont un gamin qui joue, Nava. Il joue où déjà en Europe? J'ai déjà oublié. C'est moi qui ai écrit la partie dans le guide, mais j'ai oublié. Voilà, tu vois, c'est pas beau de vieillir. Hein, voilà. Tu mets Ça la arrive. barbe blanche et tu perds des neurones. Euh, Très franchement, c'est très intéressant. On va voir justement avec le rythme de ce Sud-Americano comment ils vont tenir et jusqu'où ils vont tenir. Je suis très curieux de les voir quand même face à l'Uruguay. Parce que là, on va voir s'ils vont avoir du répondant. Mais c'est peut-être la belle surprise de ce Sud-Americano sur le début, hein, la Bolivie. Ouais, 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 clairement, parce que on a l'habitude de dire que la Bolivie, c'est le paillasson un peu du continent. Voilà, il joue à Paranense, Nava. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà. l'Atlético Paranaense. Donc, on a l'habitude de dire que la Bolivie, c'est entre guillemets le paillasson, le match facile. Et là, c'est vraiment, pour le coup, on les attendait clairement pas à ce niveau-là. Donc, c'est une des sélections, franchement, les plus agréables à suivre depuis le début de cette compétition. Vraiment, parce qu'ils font vraiment ce qu'il faut. Euh, dans l'organisation, dans la discipline collective, voilà, dans le bloc équipe, voilà, pour reprendre des termes un peu d'entraîneur, mais c'est vraiment très compact et très, très compliqué à bouger. Donc ouais, très surprenante cette équipe bolivienne, et ils ont déjà fait tomber le Venezuela, ils ont Ils ont lutté failli accrocher l'Équateur. ils ont failli, ouais, ils ont lutté, ils ont failli accrocher l'Équateur, ils peuvent pourquoi pas faire tomber le Chili aussi, hein. Il va être intéressant ce Bolivie-Chili parce qu'on a un Chili qui est quand même assez joueur. Moi, je suis assez surpris. Hein. Franchement, quand tu vois la préparation du Chili, c'était n'importe quoi dans le choix des joueurs et tout machin. Ça joue très très bien. À voir. Et oui, on se rappelle de Eh Chumacero. ben oui, Chumacero, Chumacero, la légende. la légende Mais bolivienne. oui. Oui. Effectivement. Mais là, ils ont franchement tous très physiquement. Et surtout, la Bolivie a un gardien. Je sais pas ce que t'en penses, mais Poveda, je le trouve très très bon. Ouais, Peut-être le. oui, oui, très très bon. C'est un peu compliqué. Ça reste quand même, Ils sont voilà, il faut jeunes, l'améliorer. donc Ouais, ils sont tu jeunes. mets de côté les quelques erreurs qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont quand même 18-19 ans, ces gamins-là. Donc forcément, en fait, quand tu regardes des matchs de ces catégories-là, c'est quelque chose qu'on peut dire, il faut que vous acceptiez l'erreur quand vous regardez ce genre de match-là, parce que ce sont encore des gamins, donc ils vont faire des erreurs forcément. Mais il en fait pas tant que ça, je trouve, Poveda, je le trouve Ouais, il est intéressant. assez fiable et assez serein, ouais, Ouais, voilà, clairement. exactement. Il m'a fait une très bonne impression, un petit peu, tu vois. Celui qui m'a fait la vraie bonne impression dans les buts, c'était Napa, hein, côté Équateur hier. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre, le gamin. Ah oui, oui, pour le coup, j'ai vu passer la question, est-ce qu'il y en a qui peuvent aller à la Copa América l'année prochaine?
Bah, toute la question va être là et j'ai presque envie de dire, je l'ai vu passer cette question, on allait y aller, mais ça va être valable pour tous, mais c'est valable aussi pour la Bolivie. Toute la question, ça va être le traditionnel projet sportif. On a parlé du Proceso pour l'Uruguay. Il y en a pas beaucoup qui le font, hein. L'Équateur le fait, on voit ce que ça donne. À voir si la Bolivie sera capable de le faire. Normalement, c'est dans les plans généraux. On sait qu'il y a eu aussi une règle qui a été instaurée depuis plusieurs années euh, sur l'inclusion des jeunes dans les matchs de première division. Alors pendant un moment, il faisait jouer juste les latéraux parce qu'il fallait faire jouer un mec d'un côté. Là, ça devient un petit peu plus sérieux. On va voir. Le gros problème avec la Bolivie, c'est sur la durée. Sur la durée, parce que c'est quand même une sélection très instable, une fédé très instable, et ils peuvent faire tout sauter d'un jour à l'autre. C'est On l'avait ça. vu. Plus les Voilà. conflits d'intérêts, plus les agents. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des recruteurs français qui se sont déplacés? J'espère. On demandera à Pierre qui va traîner dans les tribunes à partir de la phase Ah ouais, finale. ouais, c'est la phase finale. On va Je suis pas, t'envoyer en enquête franchement, je là-dessus. suis pas sûr. Ah, il y en a, je sais pas. Franchement, après, très honnêtement, pour vous, ce que j'ai vu à Révélo par rapport aux recruteurs français, ils venaient voir que l'Argentine. Voilà, ils ont découvert le Venezuela sur le tard. Ils venaient voir l'Argentine, essentiellement. Et justement, s'ils sont venus voir l'Argentine, on va conclure rapidement avec eux parce qu'ils jouent tout à l'heure face au Brésil. L'Argentine, je disais la Colombie, il y a des problèmes avec la Colombie qu'on avait vu à Révélo. On voit les mêmes problèmes avec l'Argentine. On ne Ouais, sait pas c'était ce qu'elle veut faire. On ne comprend pas comment cette équipe joue. compliqué. Mascherano a beau nous sortir les beaux discours, il nous l'a fait tout le long hein, au tournoi Révélo, de parler de toqué, de jeu barcelonais, de machin. Je ne sais pas ce qu'il fait avec cette sélection d'Argentine, qui a été maîtrisée hein, par le Paraguay, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, ouais, très très décevante cette sélection argentine. Et c'est un peu frustrant parce que le but que met l'Argentine, le but de Perone, et tu vois qu'il y a quand même ils prennent la douche froide avec le but paraguayen, ils enchaînent. C'est une action bien construite, bien amenée, et on se dit bah voilà, enfin ça va se mettre à jouer, et non, et non, et franchement, tu l'as dit, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas ce que veut faire Mascherano, on ne comprend rien. Mais Euh, j'attends de voir comment il va nous expliquer ça, parce que tu vois, au tournoi Révélo, on y était, on l'écoutait en interview, on a eu droit au terrain, on a eu droit à la chaleur, on a eu droit à la différence d'âge, parce que lui, il avait une équipe particulièrement jeune et qu'il l'a préparé pour le Sud-Americano. Voilà, on a vu le premier. Voilà, pour l'instant, on n'est pas rassuré. L'Argentine joue tout à l'heure à 1h30 contre le Brésil. Ça peut piquer très fort. Hein. On peut se retrouver avec une Argentine à 0 après 2 matchs. ouais, ouais, là, ce serait le feu, clairement. Bah, ça serait le feu parce que, ouais, ça serait vraiment le Parce feu. parce qu'en plus, tu as le dernier match contre la Colombie, ou quel pays hôte, où tu sais que c'est jamais, voilà, jamais évident. Ouais, si l'Argentine se retrouve à 0. T'es obligé de faire 6 sur 6 sur les 2 derniers matchs si tu perds. Ouais, ouais, Et puis ça c'est garantit rien. ça garantit rien. En plus, c'est sans certitude, parce que voilà, si ton Brésil il laisse des points en route contre la Colombie ou quoi, tu peux te retrouver voilà, le bec dans l'eau. Donc ouais, c'est l'Argentine, c'est vraiment très inquiétant, et puis c'est quand même frustrant. Voilà, on attendait Buanote qui est sorti sur blessure. Je pense pas qu'il jouera ce soir. Bah, il y a Très toutes très les mal infos. Je retombé pense sur pas un non duel plus, mais aérien. apparemment, il a des nouvelles rassurantes. Mais voilà. Ouais, et bah, c'était quand même un des joueurs, on attendait qu'il fasse la différence, et puis bah, au final, il n'était pas là, et on voit il va peut-être pas jouer ce soir non plus. Donc c'était un des joueurs différents de cette équipe. Ouais, il n'y a pas d'optimisme pour l'Argentine. Première sortie avec le maillot de 3 étoiles. Voilà, leurs prestations ne sont pas 3 étoiles, et loin de là. Et je pense qu'il vient de laisser ce message dans le. Je sais qui vient de laisser ce message dans le chat. Oui, tu as son maillot. Euh, parce qu'il n'y a plus Fausto. Il arrive chez Léa, Fausto. Fausto Vera. Voilà. Je sais très bien qui vient de laisser le message dans le chat. Et Donc juste voilà. Et pour répondre à la question d'André Pierre, t'as des infos sur Luis Chavez, toi, à Porto? moi, non, Moi, j'en j'en ai ai pas. pas. J'avoue, j'en ai Moi, pas. en plus, ouais, enfin, c'est compliqué pour être au Mexicain, Chavez de mais Pachuca à Porto, j'avoue, je sais pas. Ça, j'ai pas non. d'infos. Par contre, j'ai des infos, enfin, j'ai pas d'infos non plus,
Mais il y a un joueur dans la Colombie qui est double nationalité mexicaine. Voilà. Qui a encore le choix de partir, c'est ça que tu encore le sous-entends? choix de partir, ouais. Et qui n'a pas démarré chez Léa aussi, qui est à Pachuca. Je l'ai Voilà. pas en tête. Bon. Bref, voilà pour ce Sudamericano, toujours à suivre. 3e journée ce soir, je vais vous mettre le programme, même si on l'a déjà dit. Paraguay-Pérou, c'est à 23h. Et ça peut valoir très cher hein, pour le Paraguay en cas de victoire. Hein, ça peut quasiment les envoyer en phase finale. Et attention à ce Paraguay qui est hyper intéressant. Suivez donc le petit Segovia et suivez Alan Will qui est devant. L'homme qui n'a pas de voyelle dans son nom, mais je lui trouve des faux airs de Cardoso. Voilà, à ce garçon. Si vous vous rappelez d'Oscar Cardoso, je trouve qu'il y a des airs d'Oscar Cardoso. Et donc le fameux Argentine-Brésil à 1h30. À 1h30 qui va être explosif, enfin un peu comme tous les Argentines-Brésil hein, concrètement, mais là encore plus parce que le Brésil peut avoir 6 points et donc faire un grand pas aussi, et surtout l'Argentine se retrouverait à 0 à mi-parcours et ça pourrait piquer très fortement. Voilà, le Sudamericano, ça sera à suivre sur le site. C'est Fernando Alvarez, hein, je viens de regarder, j'ai checké son nom, qui est le Colombo-Mexicain, voilà, qui n'a pas démarré encore chez les pros à Pachuca. Et qui a donc le choix entre le Mexique et la Colombie, c'est pas forcément le choix du roi hein, pour l'instant, avec les sélections. Il peut avoir le choix aussi, il est né aux États-Unis, donc il peut avoir le choix avec. Il y a peut-être un coup à jouer là. Il y a peut-être un coup à jouer. Bref, voilà, à suivre. On fera des lives, hein, c'est sûr. Peut-être pour la deuxième phase, c'est à peu près sûr. Ce soir, je vous avoue, je sais pas. Je me tâte un petit peu pour le Argentine-Brésil à 1h30. Je sais que j'ai Vincent qui est chaud. On va voir. Surveillez. Et vous verrez. Et oui, Patrice, c'est fini pour l'aventure de Thauvin à Tigres. Et si vous êtes recruteur rennais, je serai rennais plutôt que Toko Ekambi, j'irai chercher Thauvin. Mais bon. Voilà. Et pour la parenthèse, comme quoi, en Europe, on a souvent l'impression que le championnat mexicain, c'est un championnat exotique. Voilà, on cesse de le répéter ici, mais voilà, c'est pas réussir dans un championnat aussi exigeant que la Liga MX, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, et notamment aller jouer à Mexico en altitude et aller jouer sur des terrains bien chauds. Non, mais oui, mais de toute façon, c'est un championnat ultra compétitif et qui a ses particularités. Voilà. Après, moi, je suis beaucoup plus mesuré sur, entre guillemets, l'échec de Thauvin. Je trouve pas que ce soit véritablement un échec. Je sais qu'il y a je vois qu'il y a des circonstances atténuantes. Je l'ai vu faire de bonnes choses avec Tigres. Il a manqué un petit peu de continuité, mais il y a aussi les blessures. Après, je vais pas en dire plus, mais le Piojo Herrera, voilà, hein, vous savez tout ce que j'en pense sur le Carno Posé, donc on va pas rentrer dans le débat sur ce garçon-là, sur cet entraîneur-là. À Toluca, sur des choses, mais c'est des problématiques qu'on retrouve dans plusieurs championnats sud-américains. Ouais. Mais moi, très honnêtement, je pense que si je suis un club français aujourd'hui, je pense que Thauvin, c'est un bon coup à jouer. Et voilà. Bref, voilà. Mais on en reparlera de la Liga MX avec grand plaisir parce que vous le savez, hein, c'est un de mes championnats préférés. Donc voilà, on va conclure pour le Sudamericano. Continuez à le suivre, hein, je vous le disais, vous voyez les programmes, là c'est les heures locales, c'est 23h pour le Paraguay-Pérou, 1h30 pour Argentine-Brésil ce soir. On va compter 6 heures de décalage horaire avec la France. Exactement, on va continuer, on va rester avec les jeunes, on va continuer avec eux. On va voir d'autres types de jeunes, on va aller vers ceux que les recruteurs aiment beaucoup en général et pour lesquels ils sont prêts à payer très très cher, il faut le dire, parfois trop cher, mais ça ne sera pas le débat du soir. On va passer au Brésil, on va parler de la Copinha. Et on va parler de la Copinha avec nos 2 Brésiliens qui ont sagement patienté, un petit peu comme la sélection brésilienne au Sudamericano, qui patiente, qui voit tout le monde s'écharper pour récolter les fruits au final, tranquillement. On va parler de cette Copinha. En fait, je vais commencer par une question très simple, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, et je vais te m'adresser à toi, Marcelin. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Copinha ? Alors, donc, c'est une compétition qui est née en 1969 et qui a été créée à la base par la mairie de São Paulo. Donc, c'est une compétition pour les moins de 20 ans et les noms officiels, c'est Copa São Paulo Juniors, parce qu'avant, on appelait les juniors les moins de 20 ans.
Pour les 2 premières éditions, il y avait uniquement des clubs de São Paulo. Il y avait seulement 4 clubs pour les 2 premières éditions qui ont été remportés par le Corinthians. Et ensuite, dès 1971, il y a des clubs d'autres États. 71, c'est aussi l'année du premier Brasileirão, sous le nom de Campeonato Brasileirão, qui est aussi né un petit peu du tournoi Rio-São Paulo, où il y avait des clubs seulement de Rio et de São Paulo, et qui ensuite s'est étendu à tout le Brésil. Pour la Copinha, ça a fait ça aussi. Donc, dès 71, on a donc les clubs de São Paulo, mais aussi de Rio de Janeiro, dont Fluminense qui avait gagné cette année-là. Il y avait aussi Minas Gerais, Rio Grande do Sul et Paraná. Et comme le Brésilien, ensuite, on inclut d'autres États encore. En 72, il y a Bahia qui va participer pour un total de 23 clubs. Et pour la première fois dans la compétition, la finale va se jouer au Pacaembu, donc l'un des stades principaux de São Paulo. Et ça va devenir ensuite le classement la finale, même s'il y en a eu d'autres, notamment au Parc Saint-Georges, Canindé ou Morumbi, ou la dernière qui était au Parc Antarctica, donc le nouveau stade Parc Antarctica, l'ancien stade de Palmeiras. Et la dernière, c'était à l'Allianz Park, entre Palmeiras et Santos. Et cette année, ça sera au Canindé, donc le stade de la Portuguesa, avec une autre particularité, c'est que la finale se joue tout le temps le 25 janvier, parce que c'est le jour de la fondation de la ville de São Paulo. Et cette Copinha, tu l'as dit rapidement, donc elle est partie d'une petite compétition dans son coin, elle s'est rapidement développée. Et en fait, elle s'est vraiment développée en termes de nombre d'engagés aussi, c'est-à-dire qu'elle accumule de plus en plus de clubs au fur et à mesure, au fil des saisons. Oui, dans les années 70, 80, même 90, il y avait entre 16 et 40 clubs, ça dépendait des éditions. Et ensuite, ça va augmenter assez fortement, parce qu'on en a 44 en 98, après 56, 64 en 2000, 72, 80 en 2004, 88 en 2005. Et en 2013, pour la première fois, il y a 100 clubs qui participent. 100 clubs tout rond, ça a encore augmenté. Et depuis 2018, ça s'est stabilisé à un nombre de 128 clubs. Donc, ça permet d'avoir 32 groupes de 4. Puisque ça, par contre, il y a toujours eu des groupes de 4. C'était une constante dans l'histoire de la compétition. Et avant, il y avait 1 ou 2 qualifiés. Et maintenant, avec 128 clubs, ça permet d'avoir 2 qualifiés pour des 32e de finale. Et aussi, il y a un club hôte par groupe. Donc, il y a vraiment encore maintenant une grosse majorité de clubs de São Paulo, ce qui a forcément un club hôte par groupe, donc il y a au moins 32, et les grands clubs ne sont pas hôtes, c'est des petits clubs, parce que São Paulo, c'est quand même un état assez géant, ça fait en superficie 2 fois moins que la France, donc on est quand même sur un petit pays au final, et c'est très très étendu, avec beaucoup de villes, beaucoup de clubs, donc c'est une compétition qui est très riche. Et les clubs de São Paulo restent ceux qui ont remporté le plus d'éditions, 31 sur les 52, au total. Derrière, c'est Rio de Janeiro qui en avait 10. Et au niveau des clubs, c'est le Corinthians qui a gagné aussi 10 titres. Et je ne sais pas si vous avez la réponse l'un ou l'autre, que ce soit toi, Marcelin ou Guillaume, mais ok, c'est parti de Sao Paulo, qui est un état immense et tout. C'est ce qui explique aussi à quel point elle a réussi à accumuler, à attirer autant, ou il y a d'autres facteurs qui font que... Parce que tu vois, qu'est-ce qui aurait empêché... je vais pas, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, hein, Marcelin, qui nous a bien décrit dans Primera Bola les guerres entre Sao Paulo et Rio. Qu'est-ce qui a empêché Rio d'essayer de faire la même chose, et qui peut expliquer que la Copinha, qui était la coupe de l'État de Sao Paulo, en fait, concrètement, a pu se développer à ce point-là et devenir, en fait, franchement, c'est devenu un championnat, presque un championnat, je sais pas si on peut dire un championnat, mais un championnat du Brésil des U20, quoi. Oui, Guillaume, je sais pas si tu veux en parler. Je te laisse commencer si tu veux, mais je vais juste dire que ouais, en effet, la Copinha, elle a commencé avec seulement 4 équipes. Donc elle a été créée il me semble, par un journaliste, donc à la première édition. Et après la très bonne question de Nicolas, je te laisse y répondre, Marcelin. J'ai pas de piste par rapport à Rio de Janeiro.
la continuité de Non, Copia. en gros, ma question, c'est est-ce que, indépendamment de la taille de Sao Paulo, enfin de l'état de Sao Paulo, le fait que ça va peut agréger assez rapidement beaucoup de clubs, il y a aussi une puissance financière qui permet ce développement-là. Pourquoi cette compétition-là particulière s'est développée et pas d'autres, tu vois, dans d'autres états? Et je pensais forcément à Rio parce que c'était l'autre place forte. Je pense que oui, à São Paulo, il y a une puissance économique qui est encore supérieure à celle de Rio de Janeiro. Et puis maintenant, ouais, si tu veux organiser Bah là, c'est fini là. 30 enfin non, mais je veux dire même tu sais, des villes hautes, c'est vrai que c'est plus facile à São Paulo, tu as vraiment toute la mégalopole où c'est finalement assez proche. Et c'est possible si tu veux le faire à Rio, si tu veux aller dans l'ouest ou dans le nord de Rio, je suis pas sûr que ça puisse le faire pour organiser une telle compétition. Ouais. Donc voilà. Après, de toute façon, Ouais, maintenant, c'est ça. Puis la mégalopole de São Paulo, c'est 35 millions d'habitants, donc rien que la région permet d'organiser un tournoi en lui-même, quoi. Rio, on est un peu moins déjà. Ouais. Ouais, c'est Puis ça. les équipes, c'est plus étendu. Ouais, que ce soit en facilité de transport ou aussi pour accueillir, parce que c'est vrai que tout le monde est les coins de Rio, même si à São Paulo, mais ça, oui, dans le nord de Rio, je vois pas un tournoi comme ça se faire. Ouais. Donc voilà, donc on l'a dit, hein, ça s'est développé vraiment très fort. Et tu parlais des équipes qui rejoignaient. Ce qui est incroyable aussi avec cette compétition, c'est qu'elle n'a pas concerné que des clubs brésiliens. Oui, alors maintenant, donc il y a pour les qualifications, en fait, c'est tous les clubs de série A, série C sont automatiquement qualifiés, et ensuite d'autres clubs peuvent se qualifier par les championnats d'État U20. Donc on retrouve un petit peu le fonctionnement pour la Coupe du Brésil, par exemple. Mais il y a aussi des clubs étrangers qui ont été invités. Le premier, c'est un club mexicain, Providencia, en 1980. Encore les Ensuite, on a le Mexicains. Vélez. Encore les Encore Mexicains. les Mexicains, ils sont partout. Qu'ils arrêtent de regarder au nord, qu'ils reviennent jouer au sud. Voilà, ils étaient au Brésil aussi. Ah oui. On a eu Vélez aussi entre 82 et 83, même le Bayern Munich en 85. Et puis en 1987, le tournoi n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas été financé par le maire de la ville. Et ensuite, c'est la fédération Paulista de football qui va organiser ce tournoi et qui va relancer un petit peu cette tradition d'inviter des équipes étrangères à partir de 93. Il y a eu notamment Boca Juniors, Peñarol, Cerro Porteño et aussi des sélections U20 du Japon et de la Chine. Mais toutes ces équipes, même le Bayern en 85 par exemple, sont jamais parvenues à se qualifier pour la phase finale. Et après, la pratique a disparu avec Al Hilal en 2010 qui s'est pas non plus qualifié. Et par contre, en 2014, on a eu le club japonais de Kashiwa qui est devenu le premier club étranger à passer le premier tour. Ils étaient invités, alors, je ne sais plus, une histoire de sponsor, je crois, mais ils étaient parvenus à se qualifier avant d'être éliminés par Santos. Et donc maintenant, il n'y a plus de clubs étrangers. Le dernier, c'est Perolas Negras en 2017. Donc c'est un petit peu particulier parce que c'est un club qui a été fondé à Haïti en 94, mais par une ONG de Rio de Janeiro, où c'est des joueurs en fait des Haïtiens qui sont formés au pays et qui ensuite ont la possibilité d'aller à Rio de Janeiro. Donc dans l'équipe, il y a des Haïtiens, il y avait aussi maintenant des réfugiés syriens et puis aussi des jeunes de la favela de Rio. Donc c'est un projet, ils ont réussi à participer à une édition de la Copilla en 2017. Et pour finir, en 2021, on n'a pas eu de tournoi, donc c'était à cause de la Covid, c'était la deuxième fois après l'édition de 87. Ouais, alors une petite question. Justement, on va l'aborder un petit peu Nostromo, puisque est-ce que ça peut servir de tremplin pour les joueurs qui souhaitent participer au Brasileirão? On va en parler dans un instant, parce que justement, voilà, on vous a dit compétition de jeunes brésiliens, hein, de U20. Forcément, hein, on était en plein dans le scouting de recruteurs qui regardent le Sudamericano. Forcément, ça regarde là-bas aussi, et forcément, qui dit U20 brésilien dit pépite. Est-ce que comme ça, on peut avoir quelques noms de joueurs qui se sont illustrés ou révélés tout simplement dans cette sélection, dans cette compétition, parce qu'il y a eu des joueurs que l'on attendait qui se sont illustrés, et il y a des joueurs qu'on n'attendait pas forcément qui se sont révélés. Ouais, donc
Il y a eu forcément, hein, depuis 1969, il y a eu beaucoup de pépites qui se sont révélées, parfois dans des clubs modestes. Il y a par exemple Rai en 1983 avec le Botafogo de Ribeirão Preto, ou Martinelli en 2019 avec Ituano. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Donc, on peut citer Falcao, par exemple, en 72. Il y a eu Cafu aussi en 88, Jalminha et Marcelinho Carioca. Il y a eu Denner, dont on avait parlé dans un magazine. Des gardiens aussi. Ouais. Et puis, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Copinha, parce qu'il a vraiment illuminer le tournoi quand il participe. Il y a des gardiens aussi, Rogério Ceni et Dida. Il y a eu Deco, c'est vrai que Deco n'a pas joué, je crois, en professionnel au Brésil, mais il a joué au Corinthians cette Copinha, donc ce qui lui permet ensuite d'aller en Europe. Il est revenu sur la fin. Il n'est pas flou. Oui, il n'a pas émergé chez les pros. Mais voilà, il n'y a pas eu le tremplin. Oui, mais sinon. Ouais, c'est ce que je pensais, mais oui, sinon, après, il revient à Fluminense et je crois qu'il gagne les deux, 2010 et 2012. Mais oui, il part directement en Europe sans passer par les débuts professionnels au Brésil. Dernièrement, il y a eu Ganso et Neymar aussi qui ont brillé. Lucas Moura, Casemiro avec São Paulo. Marquinhos, pareil, lui, il a joué en professionnel, mais je crois que c'est 5 matchs. Donc, c'est surtout sur cette Copinha aussi qui se révèle. Gabriel Jesus, Anthony dernièrement. Donc, il y a eu beaucoup de grands joueurs qui ont brillé lors de cette Copinha. Et donc, forcément, ça peut être un tremplin pour l'Europe ou pour le Brésil. La dernière pépite, c'est Hendrick, forcément, donc, qui en 2022 avait été élu meilleur joueur et qui avait reçu aussi le prix de Denner. Donc, maintenant, c'est le prix pour le plus beau but du tournoi. Donc, on reparle encore de Denner qui a laissé son nom à ce prix. Ouais, je vous invite à relire. Alors, toi, Oui, vas-y, Guillaume. Pour compléter, donc Gabriel Jesus qui a été la dernière révélation de la Copinha, qui a joué un mondial avec le Brésil, avec la Seleção. Voilà, très bien. Révélation, qui a été élu révélation ou il avait été élu révélation Jesus en 2015, il me semble. Ok. Qui a joué avec la Seleção. Il y en a pas eu tant que ça qui ont participé au match de l'équipe nationale. Après, il y a d'autres joueurs qui ont joué la Copinha qui étaient au mondial. Qui a joué un mondial, je veux dire, avec le Brésil. Enfin, j'en ai pas beaucoup en tête. Du coup, il y a Lucas Paqueta ou Anthony, par exemple. Ouais, sur la dernière. Qui ont joué, mais qui. Ouais. Je sais pas si ça reste révélation. Ouais. Mais ça reste la compétition en gros qu'un U20 doit disputer quand il est brésilien. C'est quasiment le passage obligé. Nostromo parlait de tremplin potentiel vers le Brasileirão, sans parler de tremplin vers l'Europe ou vers la Seleção. Le tremplin vers l'élite brésilienne. Généralement, quand tu es un U20 qui l'a disputé, c'est le tremplin principal. On est d'accord? Oui, même si maintenant, le Brésil s'est aussi beaucoup développé sur les compétitions de jeunes. Tu as la Copa Brasil, tu as le Brasileirão aussi U20 qui est maintenant bien établi. Donc, la Copinha, c'est le tournoi mythique, mais ça dure un seul mois. Donc, après, toute l'année, tu as aussi les championnats d'État qui permettent aux jeunes aussi d'avoir de continuer à se développer avec des compétitions bien organisées qui sont déjà intéressantes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Guillaume. Non, puis c'est ça aussi qui est intéressant avec la Copinha, c'est que c'est un peu une période intéressante de l'année. Ici au Brésil, le championnat pro n'a pas encore repris, donc les équipes sont en tournée, il y a les championnats régionaux qui commencent, et le fait de voir la Copinha, ça motive énormément les jeunes, qui vont être vus. Et parfois, il y a des situations qui sont rigolotes. Enfin, je sais que la première semaine de janvier, il a plu énormément à São Paulo. Et les quelques matchs que j'ai regardés, c'était incroyable. C'était sous la pluie, on ne voyait pas le ballon, c'était vraiment de la natation. Et il y avait une fois qu'il y avait un match de Vasco. J'avais trouvé ça dangereux et je ne sais pas si en France ou ailleurs, il aurait été autorisé ce match-là. Il y a des terrains, ils font peur. Entre les prépas pour le Brasileirão et certains joueurs qui vont toquer au port des professionnels. Et aussi ce côté coupe qui dure un mois et qui est vraiment intéressant à suivre.
Et avant de parler de son succès un petit peu, petite question comme ça, les gars. Tu parlais, Marcelin, du développement des compétitions de jeunes, hein, le Brasileirão U20, la Copa du Brésil U20. Ça peut la menacer à terme, cette Copinha, ou le côté mythique fait que elle est indéboulonnable? Non, je pense pas qu'elle soit menacée parce qu'effectivement, il y a le côté mythique, tous les jeunes veulent la voir jouer. Et puis aussi, elle s'inscrit dans le calendrier. Ça dure Ouais. à peine un mois au mois de janvier. Donc, ça vient pas gêner d'autres compétitions, même s'il y a eu le championnat sud-américain, par exemple, où il y a d'autres joueurs enfin, des joueurs qui ont du coup pas pu participer à la Copinha. Mais non, elle est bien installée. Je pense elle va rester encore un bout de. Ouais. Et justement, on évoquait un petit peu son développement, les pépites qui y passent, son succès, hein, qu'est-ce qui fait, comment on peut l'expliquer, ce succès, même si on a déjà quelques éléments. Guillaume, tu as des éléments à ajouter pour expliquer justement le succès de cette compétition. Tu as évoqué le calendrier aussi, hein, à l'instant. Il y a ces éléments-là qui jouent. Évidemment, il y a le calendrier d'abord, et ensuite, je dirais que c'est une compétition ancienne, donc qui a commencé par 4 équipes, qui a grossi progressivement, et qui, à terme, a su prendre une place naturelle, en fait, dans le football brésilien. Je sais qu'en 77, si je m'abuse, il y avait une finale entre Fluminense et Ponte Preta, et la finale de la Copinha avait eu lieu juste avant le match de la Seleção du Brésil. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'exposition petit à petit. Et maintenant, avec évidemment, on parlait de scouting, etc., il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus. En plus des passionnés de football qui regardent aussi au Brésil et qui s'y intéressent pour voir passer de futurs grands joueurs. Ouais, surtout qu'ils partent de plus en plus tôt. On a déjà évoqué il y a quelques temps avec Marcelin et on est assez souvent. Là, j'imagine, tu vois, pour faire écho à la question d'André Pierre tout à l'heure sur y a-t-il des recruteurs français ou sud-américanos, j'imagine qu'il y a quelques recruteurs dans les tribunes, là, non? Pas forcément français, mais. En Amérique latine, ils sont quasiment tous. En tout cas, ils y vont à partir de la phase finale et c'est rempli. En tout cas, tous les recruteurs brésiliens viennent aussi faire leur marché. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un jeune joueur qui s'appelle Wesley, qui est un défenseur d'une équipe à São Paulo de l'EC San Bernardo, qui vient d'être recruté par Red Bull Bragantino, qui est une grosse écurie ici au Brésil, et qui recrute souvent des joueurs pendant la Copinha. Et il y en a aussi d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Ouais, c'est surtout les Anglais aussi. Pardon, je te coupe, hein, mais c'est les Anglais maintenant qui viennent, qui essayent de choper. Voilà, la dernière. Alors, je déteste ce mot, hein, parce que ça veut rien dire, mais la dernière pépite brésilienne, la dernière. Voilà, ceci, on voit. Voilà, Hendrick, par exemple, voilà, qui n'a même pas une saison de pro, qui est déjà annoncé. Ah, bah c'est fait, hein. Ouais, c'est fait. Donc, voilà, les recruteurs anglais, surtout, on les voit. Enfin, je sais qu'il y en a aussi là au Sudamericano U20, voilà, pour le marché soit anglais, soit même faire un petit step en MLS pour qu'ils se familiarisent avec la langue. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout ces recruteurs-là qui traînent partout. Bah là, Ouais, là... puis Vas-y, Marcelin. Comme tu as 128 clubs, en fait, pour les recruteurs, ça permet aussi de voir des joueurs de petites équipes qui ne vont pas avoir l'occasion de voir dans des autres championnats. Donc, on a parlé d'Hendrick, mais Hendrick, Ouais, Hendrick, on le connaissait déjà. Pour beaucoup de clubs. Oui. Mais je veux dire, même les petits clubs, en fait, peuvent être intéressés, enfin, les petits clubs étrangers peuvent être intéressés par la Copinha parce qu'il y a des joueurs et des équipes qui ne sont vraiment pas connus, même au Brésil. Et là, Guillaume parlait de C'est exactement Wesley ça, qui va. les deux extrêmes. T'as par exemple des joueurs comme André qui vient d'être recruté de Vasco, qui vient d'être recruté par Chelsea, et t'en as d'autres, des petits clubs qui ne peuvent pas accéder à des tels marchés économiques et qui recrutent à plus bas échelle, c'est sûr. Ouais. Et voilà, on voit, je voulais juste rebondir sur Wesley qui va donc probablement, enfin tu disais, hein, Guillaume, à Red Bull Bragantino, il va donc entrer dans la galaxie Red Bull et on fait écho à ce qu'on avait évoqué, hein, Marcelin, sur le modèle Red Bull, voir ce qu'ils allaient faire aussi au Brésil. Peut-être que s'ils commencent maintenant à aller chercher les gamins de la Copinha pour ensuite les faire monter dans les différents crans de la filiale. Voilà, hein, Wesley, on verra s'il arrive en MLS avant de revenir en Europe, par exemple, tu vois. Bref, voilà, ça c'est pour son développement, ce que ça concerne, les gamins qui sont concernés par cela. Vous êtes sur place, les gars. Guillaume, t'as été voir quelques matchs.
Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment elle se vit, cette Coppinia, sur place? Est-ce qu'il y a un vrai engouement? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière dans les stades, indépendamment des 75 000 recruteurs assis dans les tribunes, autour de la compétition? Comment ça se vit une Coppinia? Alors écoute, en toute honnêteté, je vais assister à mon premier match de Coppilia en physique pour la finale de mercredi. Sinon, je peux un petit peu te parler de mon expérience à Rio. Donc la Coppilia, elle est quand même assez présente. On s'en rend compte. Comme tu sais, São Paulo, Rio, c'est des villes qui respirent le foot. Et quand on se balade dans la rue, on s'arrête, on discute avec les uns et les autres. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a son avis sur le sujet et les gens la regardent et après ils s'y intéressent à partir des quarts de finale, demi-finale, quand leur équipe va loin dans la compétition. Donc en l'occurrence cette année il n'y a pas de Flamengo, désolé Marcelin, ni d'équipe Carioca. C'est pour ça qu'il est en gris. Mais lorsque c'est le cas, c'est pour ça qu'il est en gris. Lorsque c'est le cas, les gens la suivent et s'y intéressent. L'année dernière, à titre d'exemple, pour une finale qui avait eu lieu un mardi matin à 10h entre Palmeiras et Santos, je sais que Globo avait enregistré un pic de 86% d'audience, donc ça avait beaucoup intéressé. Ouais, c'est extrêmement suivi alors. Ouais, Marcelin, ouais, déjà, elle est très bien diffusée, donc je pense que ça aide aussi. Mais sur la première phase, tu as des matchs tout le temps et ils sont sur Sport TV, sur peut-être pas Globo, mais en tout cas, tu peux les voir à la télé. Et puis, oui, comme c'est en janvier, c'est une période où tu n'as pas de football, même si maintenant, ça a déjà repris les championnats d'État. Mais c'est juste cette année. D'habitude, tu n'as pas de football, donc en fait, les supporters, en plus, ils ont l'habitude de suivre leur club. Vraiment, c'est pas juste l'équipe principale. Et par exemple, la section féminine, ils vont la suivre aussi. L'équipe de jeunes, ils vont la suivre aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment suivie. Et ouais, sur la fin de tournoi, tu sens vraiment un engouement. Par exemple, je voulais voir la demi-finale de Palmeiras, c'était samedi. Et les billets sont partis en 30 minutes. Bon, c'était gratuit, mais ils sont quand même partis en 30 minutes et j'ai pas pu en avoir. Tu aurais pu en acheter quand même des billets gratuits. Hein. Ouais, ils étaient revendus, mais bon, j'ai pas fait. Mais il y a quand même 25 000 personnes au stade. La finale, je suis en train de regarder là, les billets, mais le site est done pour l'instant. Donc il y a vraiment des gens qui s'intéressent à cette compétition. Et ouais, même pour trouver des billets, c'est compliqué pour l'instant. Ouais, ça part plus vite que les abonnements à l'Atlético Nacional, c'est clair. Je vous renvoie vers le 9-10 de la semaine dernière pour comprendre la blague de Pierre. On a évoqué le contexte, l'histoire, le contexte, l'ambiance un petit peu. On va se plonger un petit peu dans cette Coppinia 2023 assez rapidement. Est-ce que, messieurs, vous avez quelques... voilà, je vais faire plaisir à Pierre. Je vais utiliser le mot pépite. On adore ça, le mot pépite. Je sais que Jérôme l'aime beaucoup, ce mot. Donc, s'il écoute l'émission, il va encore faire un arrêt cardiaque. C'est pas grave. C'est remboursé. Est-ce qu'on a quelques pépites à signaler sur cette compétition, messieurs? Vous pouvez y aller. Qui veut d'abord? Comme vous voulez. Alors, je peux parler de deux joueurs qui vont jouer cette finale de mercredi, justement, que vous allez pouvoir observer. Il y a un joueur que j'adore. Je vais pas employer le mot pépite pour Pierre, parce que je suis pas fan non plus de ce mot, mais il y a un très très bon joueur, un numéro 10 qui s'appelle Addison, que je vous conseille. C'est le meneur de jeu. Il fait 1m68, il est gaucher. Il se déplace aux quatre coins du terrain pour demander la balle en faisant le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un très 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 bon joueur que je vous recommande. Et aussi, au niveau d'une des promesses de Palmeiras, il y a l'attaquant Kevin, qui est très percutant, qui a marqué plusieurs buts lors de cette Coppinia et qui a mis un but extraordinaire. Il me semble que c'est lors de la demi-finale qui part d'une relance du gardien. Donc, il contrôle la balle, il va dribbler plusieurs joueurs avant de finir dans le but. But très impressionnant et un très très bon joueur que j'aime beaucoup aussi. Voilà mes deux joueurs que je vais regarder avec attention mercredi lors de la finale. Marcelin?
Ouais, alors, du coup, je vais dire aussi avant, ouais, tous les ans, il y a des pépites. Du coup, j'ai dit pépites. Ah, mais tu es obligé, À t'as pas le suivre. choix. Ah, vas-y, dis-le à la sauce brésilienne, les cracks. Les petits cracks à venir. J'attendais beaucoup Luis Guilherme, mais il est du coup avec les U20 au Sudamericano. Et il a fait une bonne Euh, entrée. et il a fait une bonne entrée. Il y a aussi les championnats d'État qui ont repris plus tôt cette année. Donc, par exemple, pour parler de Flamengo, ils ont été éliminés parce que l'équipe base de la Copinha est partie pour le premier match du championnat Carioca. Donc, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais il y a Yann Philippe, par exemple, à l'Atlético Mineiro qui peut faire une belle carrière. On verra pour la suite, mais qui a été plutôt bon. Loran avec Flamengo aussi. Et puis pour le match de mercredi, il y a Estevao. Donc c'était l'année dernière déjà on parlait de Hendrick après Luis Guilherme. Là, c'est le gamin de 15 ans, c'est ça? Et Estevao qui a 15 ans, ouais. Donc il est pour l'instant remplaçant, mais il est entré quasiment à chaque match. Il a marqué, je sais plus contre qui, mais il a marqué, je crois que c'était en huitième de finale. Et il est souvent intéressant. C'est lui qui fait la chevauchée folle là, qui passe au ras du but là, où il dribble absolument tout le monde. C'est lui, ouais, contre Goiás en demi-finale où il rentre à la mi-temps et au bout de 4 minutes, il dribble tout le monde et il est pas loin du golasso. En fin de match aussi, il fait un petit rush où il est pas très loin de marquer. Le but de la victoire, ça part de son côté. Donc, juste 15 ans, donc on verra pour la suite. Lui, il a encore le temps de faire quelques copinhas. Mais je pense que c'est le nouveau phénomène de Palmeiras et peut-être même du Brésil. En tout cas, à cet âge-là, pour l'instant, c'est lui vraiment qui se démarque. Et de manière, c'est une question qu'on n'avait pas prévue, mais de manière générale, tu vois, il y avait Hendrick, 15 ans, 16 ans, on l'a vu arriver très vite. Il a joué la Copinha U20 à 16 ans. Enfin non, il avait 15 encore d'ailleurs. Ouais. Il avait 15 encore. Là, on parle d'Estevan qui a 15 ans aussi. C'est pas en train de se rajeunir encore plus qu'avant, ou c'est une impression comme ça, ou c'est un épiphénomène pour l'instant, parce que on sait aussi que les Brésiliens partent à 18 maintenant. La preuve, Hendrick va partir dès qu'il aura 18 ans. C'est pas en train de se rajeunir encore plus cette histoire, ou je sais pas s'il y a eu des statistiques qui ont été faites là-dessus, mais tu vois, on parle de joueurs qui sont encore plus jeunes. Tu parlais du Sudamericano, les deux joueurs qui ont fait la différence entre guillemets pour le Brésil en entrant en deuxième mi-temps, ils ont 16 ans. On parle de U20. Oui, alors donc je sais pas s'il y a des stats effectivement, si ça se vérifie, mais j'ai l'impression que c'est plus des phénomènes vraiment, enfin pas ponctuels, mais enfin c'est des joueurs qui sont tellement forts que tu es obligé quasiment de les faire jouer maintenant. Mais si tu prends les effectifs, je suis pas sûr qu'il y ait un rajeunissement, peut-être un petit peu, mais par exemple, Guillaume a parlé de Kevin. Kevin, il a 20 ans. Donc ça dépend aussi des joueurs. Tu as toujours des joueurs qui se développent très rapidement, qui ensuite confirment pas forcément ou qui confirment. Et puis des joueurs, par exemple Lucas Paqueta aussi, qui a commencé plus tard vraiment à être au niveau pro. Là, Kevin, je pense qu'il va faire la transition après très rapidement vers le groupe pro. Mais il a déjà 20 ans, donc ça dépend des joueurs encore, même s'il y a peut-être un petit rajeunissement. Faudra voir, parce que tu vois, tu parlais de Luis Guilherme, je cherchais, là je viens d'aller voir le deuxième qui est entré en même temps que lui, c'est Pedrinho, c'est des U17 au Sudamericano, c'est deux U17 qui ont fait entre guillemets la différence. Alors après il y a Vitor Roque qui a marqué mais qui est plus vieux, mais tu vois, on est en train encore de parler de gamins qui sont des U17 qui jouent avec des U20 qui sont surclassés. On va se le garder même de côté. Victor Roque, Ah ouais, il est peut-être super il a 18 ans là ou... Ouais, c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'il a encore 18 ans. Ouais, c'est vrai en fait, tu vois. C'est juste que il a déjà un petit peu un bagage pro, mais ouais, c'est ça, c'est pour ça il va avoir 18 le 28 février, ouais. Mais voilà. Il a encore 17 ans aussi. Ouais, ok. C'est un truc qu'on va se garder de côté pour éventuellement, tu vois. Voilà, je viens de sortir une idée de podcast, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'il va falloir surveiller quand même, parce que non, mais mine de rien, c'est un vrai phénomène qu'il faut surveiller, parce que on parle maintenant de gamins de 15-16 ans. Moi, je me souviens qu'à Santos, on parlait de Rodrigo quand il avait 13 ans. Mais tu vois, c'était une exception absolue. Et pareil, Rodrigo est parti très jeune. Est parti à la majorité, lui, à 18. Donc, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais voilà. Est-ce que maintenant, on va... Faut voir, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que tu as quand même des joueurs qui, à 17 ans, pouvaient déjà débuter en pro. Neymar, il commence très jeune aussi. Tu as eu Gabigol. Neymar, il reste au Brésil très longtemps.
Ouais, mais après, c'est un contexte. Après. Ah, tu parles en fait à l'heure. Enfin, à Là, en l'âge où fait, ils le partent truc, c'est que ou, si tu veux, maintenant, les gamins partent à 18. Hein, Guillaume parlait d'Andrei qui rejoint Chelsea. Voilà, super. Il est au Sudamericano, le gamin. Tu vois, ils partent à peine majeurs, en fait. Avant, ils partaient à 20 ans. Ah, ça, oui. Bah, Et le fait qu'ils je partent crois à que- 18, est-ce que ça commencerait pas à déplacer un petit peu la copina vers des gamins encore plus jeunes aussi? Et c'est parce que, tu vois, par exemple, on parle d'Hendrick qui est un phénomène. Certes, ça, il n'y a rien à dire sur ça. Mais tu vois, Palmeiras va pouvoir, entre guillemets, en profiter, mais va profiter d'un gamin de 16 ans pendant 2 ans, en se disant, bah, il a que 16 ans, donc il va pouvoir jouer pendant 2 ans au club. Et voilà, c'est une piste de réflexion pour la suite. Tu vois, c'est juste jeté comme ça. Il faudrait qu'on surveille cette histoire-là. Je trouve que c'est très très brésilien pour le coup d'arriver sur des joueurs aussi jeunes. Ouais, c'est ça. Andrei De Vasco qui a signé à Chelsea. Patrice Guillaume en parlait à un instant. C'est de lui hein, dont je parlais. Donc voilà. Bah en fait, il commence à avoir de l'expérience, Nostromo justement. Hendrik, hein, je le disais, Hendrik, il a 16 ans. Il va faire 2 saisons avec Palmeiras. Il va jouer la Libertadores. Voilà, il va arriver en Europe, il aura de l'expérience. Mais pourquoi? Parce qu'il a commencé à 16 ans. Après, on parle d'un phénomène. À voir si maintenant, on va pas avoir trop de très très jeunes. C'est une autre question. Messieurs, on va juste sur cette Copinha. J'ai mis comment dirais-je, l'affiche justement de cette finale. Parce qu'il y a une finale. Vous l'avez dit, c'est mercredi, hein, c'est ça qui va opposer Palmeiras à l'América Mineiro. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette finale? Comment vous la voyez, cette finale entre Palmeiras et l'América Mineiro? Qu'est-ce qu'il faut regarder de part et d'autre? Peut-être en commençant par Palmeiras. Je ne sais pas qui veut y aller, Marcelin ou Guillaume, celui qui veut, celui qui est le plus... En prime, Marcelin, moi je parlerai de l'América Minero. Ok, alors Palmeiras pour Palmeiras pour Marcelin, tu vas adorer. Hein. Ah le cadeau. Ah le cadeau. Palmeiras pour Marcelin et donc l'América Mineiro. On en profite pour embrasser Simon. Hein. C'était son lapin favori quand il faisait les comptes rendus du Brésil. L'América Mineiro pour Guillaume. Palmeiras, Marcelin. Bah déjà, on peut dire qu'ils ont longtemps été moqués parce qu'ils avaient jamais gagné la Copinha. Donc, ça montre aussi l'importance au Brésil de cette compétition. Parce que ils s'étaient moqués parce qu'ils n'avaient pas gagné le mondial des clubs et la Copinha. Donc, on voit que c'est vraiment une compétition importante. Et puis, en plus, bah, le rival Corinthians en avait gagné 10. Donc, il y avait une différence très importante. Mais il y a une reformulation du centre de formation de Palmeiras entre 2013 et 2015. Donc, il y a une meilleure formation des entraîneurs, du personnel, des meilleures installations aussi. Il y a une salle de musculation, salle de soins, restaurant, et même suivi psychologique. Donc, c'est un club qui, historiquement, s'est jamais basé sur la formation. Il y a très peu de joueurs connus qui sont sortis du centre de formation de Palmeiras. Ils ont toujours préféré acheter des joueurs déjà avec une certaine renommée. Mais depuis quasiment 10 ans maintenant, il y a eu cette reformulation. Ils vont aussi souvent en Europe pour permettre aux joueurs de jouer, de découvrir de nouvelles choses. Et donc maintenant, ils en ont la récompense. C'est le club qui a le plus cédé de joueurs aux sélections brésiliennes de jeunes dernièrement. Et puis, ils ont aussi formé des joueurs. Donc, ça a peut-être commencé avec Gabriel Jesus. Il y a Danilo qui devrait bientôt partir en Europe. Gabriel Veron aussi, le dernier Hendrik. Donc ça leur permet aussi déjà de fournir leur équipe principale, puisque ils ont quand même gagné quelques titres dernièrement. Et sur les derniers Brésiliens, on voit l'apport de ces jeunes. Et ils ont aussi donc gagné la dernière édition. Donc c'est le tenant du titre. Il reste même sur 14. Ils sont favoris. Ils sont favoris, ouais. Ils sont favoris. D'ailleurs, Santos hier a perdu 3-0. Et dans les commentaires, il y avait des supporters de l'équipe qui étaient presque contents en fait d'être éliminés avant pour pas rencontrer Palmeiras en finale. Surtout, il y avait eu un 4-0 déjà l'année dernière. Donc, il y en a qui étaient satisfaits d'être déjà éliminés. Palmeiras est le favori. On a parlé donc de Estevao par exemple, mais il y a aussi plusieurs joueurs qui sont vraiment à suivre, Kevin aussi. Le vrai favori, et il reste sur 14 victoires consécutives puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs cette année, et puis l'année dernière aussi sur la phase finale ils avaient tout gagné. Donc Palmeiras grand je sais pas, mais favori pour cette finale.
Ah bah justement, je vais me tourner vers toi, Guillaume. Du côté de l'outsider, hein, qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de l'américain? Alors écoute, du côté de l'américain, moi je pense ils peuvent aller titiller Palmeiras et faire contredire les plans. C'est une belle équipe qui a un bon milieu de terrain, qui a un bon jeu, qui a battu lors de cette Copinha des belles équipes telles que São Paulo, Ituano, bah, comme Marcelin l'a dit, qui viennent de battre Santos 3-0. Il y avait eu un match au mois d'août dernier, août 2022, lors de la dernière phase de groupe du championnat des moins de 20 ans, et l'América Mineiro avait gagné contre Palmeiras. Voilà, il ne faudra pas être trop confiant pour Palmeiras, et l'América Mineiro aura une carte à jouer, je pense, avec quelques belles individualités, dont Addison, et ça risque d'être une belle finale à suivre. Et ça sera Moi, je donc. pronostique un match nul, les victoires de l'América Mineiro au tir au but. Là, ça va donner le sourire à Marcelin si Palmeiras perd. Oui, je préfère qu'il perde samedi, mais. Un peu. Ah oui, pour le sortir de la grisaille de Sao Paulo, le pauvre. On parle bientôt. Mais on est tous en gris, remarque, hein, mais je suis en gris aussi, mais je suis pas à Sao Paulo. Mais pour compléter sur l'América Mineiro, c'est vrai que c'est une belle équipe. Ils ont fait un très bon match hier. Et eux, par exemple, par contre, il y a vraiment une tradition de formation parce qu'ils ont aussi pas trop le choix pour concurrencer avec l'Atlético ou Cruzeiro. Donc, ils sont ainsi investis dans le centre de formation. Les jeunes s'entraînent au même niveau que les pros. Ouais, c'est aussi une très belle équipe. Ça peut être une belle finale et assez accrochée. Ouais. Donc c'est mercredi, vous avez l'heure? Je ne l'ai pas noté. 15h30 au Brésil. Donc ça fait 21h30 chez nous, c'est ça, hein? Il y a quoi? Il y a 19h30. 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 4 heures Il n'y a maintenant. que 4 heures. Non, il y a 4 heures. Il y a 6 Ah heures là avec là. la Colombie et le Brésil, tu enlèves 2 heures. Ah ok, bon bah voilà, il n'y a que 4 heures. La voix vient de me parler. Voilà, donc 19h30 mercredi, assez facile à trouver, hein. Marcelin le disait, c'est très très bien couvert par la télévision brésilienne Sport TV, diffuse les matchs, donc forcément la finale sera diffusée et accessible. On suivra ça évidemment avec attention. Voilà pour la Copinha qui nous permet de clore cette émission. On arrive au bout. On a parlé beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, mais voilà, hein, c'est aussi cela le football sud-américain, hein, parce que là il était question de beaucoup de football sud-américain, et on peut l'étendre au latino-américain. C'est un peu voilà, hein, c'est le réservoir de l'Europe, voilà, malheureusement, mais c'est comme ça. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, on verra, c'est un autre débat. On va en rester là. Je vais vous remercier, messieurs, de m'avoir accompagné. Merci, Guillaume, d'être venu nous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous de l'invitation. Merci à Pierre. Hein, continue de préparer le palais pour accueillir la deuxième phase du Sudamericano. Hein. Merci, merci Nico, merci Marcelin, merci Guillaume et merci à tous. Hein. Et merci Marcelin, dépêche-toi de rentrer à Rio, la boutique t'attend. Première chose en rentrant, j'y vais. Ah bah là, il faut refaire la garde-robe. Quand on en est réduit au t-shirt gris, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Les chiffres d'affaires de la boutique des Flamengo, là, non, là, c'est pas on possible. a pris un sacré coup là, sur les derniers jours. Ouais, là, il faut faire quelque chose. Voilà, on va vous remercier à vous d'avoir été présent dans le chat, d'être toujours présent. Hein. On va vous inviter à suivre aussi un petit peu sur les réseaux, voir si on fait des lives Sudamericano. Peut-être pas ce soir, là, on vient de finir tard. Après, il faut que je fasse le montage et tout. On va voir. Sinon, on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau 9-10. Surveillez quand même sur les réseaux. Hein. Vous les voyez passer au-dessus de ma tête depuis le début de l'émission. Là, juste au-dessus. Suivez-nous et vous saurez si on fait des lives, si on improvise aussi des lives, parce que ça peut arriver. Merci à vous tous d'être là, merci de nous soutenir, merci à ceux qui nous ont follow, et n'hésitez pas à nous suivre, hein, justement sur ces différents réseaux, sur ces différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez cette émission, que ce soit en direct ou en rediffusion. N'hésitez pas aussi à vous procurer les livres de la maison d'édition Lucarno Posé. J'en ai qu'un sous la main, c'est le dernier, c'est le Maradona, le 22 juin. N'hésitez pas à vous les procurer. Ça nous aide aussi à soutenir ce que fait Lucarno Posé. Il y a les magazines qui sont encore en vente. Tant qu'il y en a, profitez-en si vous ne les avez pas, hein, si vous voulez compléter votre collection.
On va vous laisser là, on va vous laisser vous reposer très peu parce que le Sudamericano ça démarre dans un quart d'heure. Donc si vous allez vous jeter vers le Sudamericano, bonne soirée de football, c'est ce que l'on va faire. Et on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Salut tout le monde.